Voilà, la C'est vidéo bon? est en train de basculer sur le Facebook. Je fais le check. Il faut le temps que ça charge. Alors, est-ce que ça va suffire comme ça? Bonsoir la Belgique. Ok, on est bon. On est en direct sur Facebook. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Coralie. Donc, nous revoilà ce soir pour ce webinaire confiné HP Inspiré, session 2. Hein, c'est comme les séries. Donc là, c'est la saison 2. Et donc, nous avons décidé avec Olivier Revol de vous proposer ce moment pour ne pas alimenter la frustration que vous avez été nombreux à ressentir à l'issue de notre première rencontre. Effectivement, on était nombreux. C'est un choix que nous avions fait de vraiment tenter de vous proposer un panorama et un éclairage le plus complet sur cet univers impitoyable du haut potentiel. Et bien sûr, emporté par l'envie que nous avions de partager, nous n'avons pas eu le temps, comme vous l'avez tous constaté, de répondre à notre promesse, c'est-à-dire de répondre à vos questions. Avant de passer de la parole à Olivier Revol, Coralie Lobry, bonsoir Coralie, merci d'être là pour présenter la météo. C'est ça. Et donc Coralie Lobry qui est psychologue, qui travaille avec moi depuis 20 ans, ainsi le veut la vie, et qui est directrice de Cogitos Marseille, entre autres choses, et qui a eu Genève, et qui a eu l'extrême générosité lors du dernier webinaire en arrière-plan et en backup de rassembler, trier, organiser les multiples questions que vous nous avez posées. Donc Coralie va nous proposer cet ensemble de questions et nous tâcherons, en tout cas pour les questions pour lesquelles nous avons des réponses ou des propositions de réponses ou des hypothèses de réponses, nous tâcherons, Olivier Revol et moi-même, d'y répondre au mieux. En sachant que, juste encore un tout petit mot, que Coralie Lobry a déjà fait un petit retour de questions juste à chaud le lendemain sur un Facebook Live, parce qu'il y avait vraiment des questions importantes et certaines personnes avaient ce besoin d'être entendues, mais on va reprendre tout ça ce soir. Parfait. Tu as révisé des trucs, Jeanne, ou... Non. J'ai tout dans la tête. Okay. J'ai un crayon de papier et Okay. un décalcomanie, parce que je n'ai pas de papier ici, un décalcomanie sur lequel je pourrais peut-être écrire derrière. Mais j'ai oublié mon crayon, mais je vais me débrouiller. Voilà, ouais, c'est une super idée. Merci Coralie. On va se régaler. Non, c'est pas la saison 2, c'est l'épisode 2 de la saison 1. Tu vois le truc? Tu as raison. On est parti sur tout ce que vous voulez savoir sur le haut potentiel et on va essayer de répondre, mais avec nos moyens, quoi. Hein, on va faire comme on peut. Finalement. Ouais. Donc, comment, Coralie, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, je réponds d'abord à un petit commentaire qui demande sur quelle page Facebook le live dont tu as parlé. C'est sur la page Facebook de Cogitos, qui est sur non. Ah, si tu l'as mis sur la page Facebook de Cogitos? Le live, celui-là, oui. Et, en fait, il est annoncé sur ma page. Ah, pardon, alors moi, je n'ai pas d'accès à ta page. D'accord. Tu le relayeras. Du coup, il faut que je mette sur ma page que le live est... Et c'est pour ça que les gens, du coup, nous cherchent. Et voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que donc, on a essayé avec Audrey Platania, ma collaboratrice de Cogitos Marseille, de regrouper les questions et de faire des catégories en fait de questions. Donc évidemment, on ne peut pas relayer toutes les questions parce qu'il y en a eu énormément, mais on va essayer dans les grandes catégories de sélectionner les thématiques qui sont les plus fréquemment revenues. Très concrètement, on ne pourra pas répondre aux questions qui sont posées en parallèle ce soir parce qu'on a déjà beaucoup de questions qui ont été posées la première fois. On regarde quand même un petit peu au fur et à mesure vos commentaires s'il y a des choses qui peuvent quand même permettre d'alimenter les discussions que ça va faire émerger. Très concrètement, on ne pourra pas du tout répondre aux questions très personnelles avec des demandes en termes d'analyse de bilan, d'analyse chiffrée, ni aux questions ou aux commentaires extrêmement longs que vous pourrez nous proposer au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on ne peut pas gérer forcément la longueur des textes à lire en parallèle des échanges qui vont se dérouler. Voilà, c'était juste le préambule. Donc moi, si vous êtes d'accord que ça vous va comme ça,
je vais vous proposer la première catégorie qu'on avait identifiée avec Audrey, dans laquelle il y avait eu extrêmement un grand nombre à la fois de questions et de commentaires, qui est toute la première partie de la démarche du bilan psychologique et évidemment des critères, et notamment les critères quantitatifs autour du QI. C'est une partie de l'intervention de jeudi dernier qui a soulevé beaucoup de questionnements. Beaucoup de personnes se sont notamment interrogées sur ce critère 130, oui, non, avant, après, hétérogène, homogène. Et puis, il y a eu aussi pas mal de questions suite au témoignage de chacun des participants sur finalement, est-ce que le QI peut évoluer dans le temps? Donc, est-ce qu'on a le même QI à 6 ans ou à 60 ans? Et le deuxième grand axe également, c'est finalement entre un QI de 100 et un QI de 130, en tout cas entre un QI de 100 et le haut potentiel. Est-ce qu'il y a une forme de… donc, il y avait une question précise qui demandait est-ce qu'il y a un saut qualitatif entre un QI de 100 et les scores que peuvent obtenir les hauts potentiels et le fonctionnement en fait du haut potentiel. Voilà, je vous laisse la parole. Ok. Ça, c'est des questions pour toi, Jeanne. Oui. Il y aura une question pour moi dans la soirée ou jamais? On verra. Non, comment sur le QI? Parce que effectivement, la question de l'hétérogénéité est revenue souvent et on a eu pas mal de demandes par la suite, et en particulier sur savoir si on peut considérer comme haut potentiel un enfant qui aurait, comme l'a très bien dit Michel Habib l'autre jour, qui aurait un haut potentiel et une dyspraxie, dyslexie, autre chose. Donc, il aura forcément un des items qui ne sera pas à 130. Est-ce qu'on doit le considérer haut potentiel? Je pose la question à Jeanne Siofache. Je vous remercie beaucoup, Olivier Revreux. Et alors, oui, c'est-à-dire que bien évidemment, lorsque on parle d'études, on a ce critère d'inclusion qui est un QI égal ou supérieur à 130, de façon à avoir des populations les plus homogènes possibles. Ça, même pour les études, c'est la théorie, parce que même pour les études, il y a énormément de travaux de recherche aujourd'hui qui parlent de haut potentiel d'une façon générale, alors que ce sont des scores qui ne sont évalués que sur une des dimensions des tests d'intelligence qui sont aujourd'hui utilisés un peu partout dans le monde. Et comme vous le savez à peu près tous, ce sont les échelles de Wechsler qui sont les plus utilisées et qui sont celles qu'on utilise en France, mais qu'on va utiliser aussi à Honolulu ou à New York, en sachant que ces tests-là sont validés tous les 10 ans, sont réévalués tous les 10 ans et ils sont ajustés à la culture de référence. Donc, on essaye au maximum dans ces tests de ne pas avoir de biais culturels. Ensuite, ces tests, il y a donc la première partie des tests jusqu'à 2 ans et demi jusqu'à environ 6 ans, donc les préscolaires avec la WPPSI. Ensuite, on a les tests de 6 ans à quasiment 17 ans avec le WISC, ce fameux WISC. Voilà. Et ensuite, les tests, les échelles pour adultes, qui est la VICE, mais tous sont construits à peu près sur les mêmes principes et sur la même méthodologie. Et dans ces tests-là, il y a des dimensions, il y a des sous-échelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça devient très vite très casse-pied, mais en tout cas, il y a des axes, c'est-à-dire qu'on va d'une part explorer l'intelligence dite verbale, on va explorer d'autre part l'intelligence perceptive, on va explorer d'autre part tout ce qui est mémoire, et on va avoir des scores intermédiaires, donc ces fameux scores de QI intermédiaires. En sachant en plus que le QI n'est pas un chiffre absolu. Le QI est un score relatif qui permet de comparer la production de l'intelligence, parce qu'on ne mesure pas l'intelligence. Ça, il faut le sortir complètement de nos esprits. Ce qu'on évalue en revanche, c'est ce qui est capable de produire notre intelligence face à une épreuve, à une tâche, à un problème au sens large donné. Donc, le fameux score de QI, c'est une comparaison entre ce qu'un enfant de 5 ans va produire, par exemple, par rapport aux autres enfants de 5 ans, idem pour les 15 ans, idem pour les 40 ans, idem pour les 80 ans. Donc, c'est un score qui compare à une population de référence. Donc, on a plusieurs échelles avant d'avoir un score final. Et on considère, en tout cas, la communauté scientifique considère qu'à partir du moment où on a au minimum une échelle avec un score égal ou supérieur à 130, alors on peut se poser la question
du haut potentiel. Et effectivement, comme le disait Olivier Revel et ce qu'a rappelé très bien Michel Habib lors de notre… comment tu as dit alors finalement? C'est des sessions, des saisons, je suis Les épisodes s'appellent. des épisodes. Du premier épisode, en fait, bien sûr, s'il y a une dyslexie, s'il y a une dyspraxie, donc s'il y a le moindre trouble des apprentissages, donc ce fameux club des 10, ou s'il y a un trouble déficitaire de l'attention, ou même s'il y a un état psychologique particulier, eh bien, ça va affecter le score total. Et alors, et uniquement dans ces cas-là, c'est l'analyse du test qui va faire foi et qui va nous permettre de comprendre pourquoi finalement le score de cet enfant ou de cet adulte, le score global, a été altéré. Est-ce que c'est parce que bien on n'est pas en présence d'un haut potentiel, ou est-ce que c'est plutôt parce que un trouble des apprentissages existe, ou un trouble psychologique très particulier existe, ou une situation complexe était là dans le contexte de passation et qui n'a pas permis à la personne qui passe le test d'aller jusqu'au bout, justement, et c'est là où la notion de potentiel a un intérêt, d'aller jusqu'au bout de son potentiel. Donc voilà, ça c'est le panorama général, en ajoutant, et ça j'y tiens particulièrement parce que c'est mon combat aussi depuis 20 ans, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'intelligence de quelqu'un sans avoir une analyse et une compréhension et une exploration de sa personnalité. L'intelligence ne prend sens qu'à partir du moment où ça s'inscrit dans un fonctionnement affectif et émotionnel, et un fonctionnement émotionnel et une personnalité ne peut se comprendre aussi qu'à la lumière de l'intelligence. C'est pas du tout pareil d'avoir tel type de personnalité et une fragilité intellectuelle, ou avoir tel type de personnalité avec plutôt des grandes compétences intellectuelles, et tout est mélangeable dans tous les sens. Nous sommes des êtres entiers avec des corps, des têtes, des jambes et des cœurs, et c'est ça que notre métier nous a appris à comprendre et à analyser. Oui, mais merci de réparer une injustice pour ces enfants qui cumulent le haut potentiel et un trouble 10 ou un trouble d'attention, et pour lesquels, c'est la double peine en fait, pour lesquels on repère ni leur haut potentiel ni leur trouble, parce que le haut potentiel, comme on l'a bien dit la semaine dernière, leur haut potentiel a permis de compenser à un moment donné, en tout cas jusqu'au collège en général, et puis ça se dégrade au collège. Et par contre, le trouble 10 ou le trouble d'attention n'a pas permis de voir le haut potentiel. Or, ceux-là, bien entendu, ils auront un score qui n'est pas à 130 dans un des domaines. Je pense à la vitesse de traitement, la mémoire de travail pour les enfants qui ont un trouble d'attention. Et c'est vraiment injuste parce que finalement, on rate les deux profils. Donc, oui, merci déjà, M. Fachin, d'avoir réparé cette injustice. Merci beaucoup. Et puis, par exemple, la dyspraxie, je trouve que c'est un très bon exemple aussi, parce que la dyspraxie, tant que l'enfant peut compenser avec son intelligence pendant tout le primaire, il se débrouille avec son trouble. Et ça arrive de façon flamboyante vers le CM1, CM2, mais alors de façon massive au collège. Et à ce moment-là, l'enfant ne comprend plus ce qui lui arrive. Et là, ça peut se cumuler. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre ces enfants-là, pour être dans la prévention et pour être justement dans une analyse avec une loupe, et pas faire des tests comme ça, comme si on faisait des tests de grossesse positifs, négatifs, et de passer à côté d'une frange d'enfants ou d'adultes qui ont vraiment besoin qu'on puisse préciser qu'est-ce qui se passe avec eux. Parce que ces enfants-là, quand ils se retrouvent tout d'un coup avec un sentiment d'impuissance alors que tout était simple, et que parce qu'ils sont dyspraxiques, ou parce qu'effectivement, mais ça je te laisserai parler de ce trouble que tu connais bien et mieux que moi probablement, du TDAH, qui ont ces troubles-là aussi, eh bien à ce moment-là, ils vont être très affectés sur un plan de l'image de soi, sur le plan de l'estime de soi, et ils peuvent tout d'un coup décrocher, avoir une espèce de colère sourde qui va se manifester à travers des troubles extrêmement divers, jusqu'à des troubles graves. Et c'est ça qu'il faut bien avoir dans la tête. Et c'est pas parce qu'ils sont haut potentiel qu'ils ont des troubles graves. C'est pas parce qu'ils ont un trouble de l'attention. C'est pas parce qu'ils ont une dyspraxie. C'est parce que finalement, ils se retrouvent dans des impasses de fonctionnement où ils ne savent plus par quel bout se prendre eux-mêmes et par quel bout prendre la vie. Oui, très juste. Très juste. Et en particulier, ils se trouvent dans une impasse parce que, comme beaucoup d'enfants à haut potentiel, ils n'aiment pas décevoir. Et à un moment donné, comme tu le décrivais très bien, ils ont fait illusion au primaire, et en particulier les enfants qui ont un TDAH, parce que dans le TDAH,
dans le trouble déficit d'attention avec hyperactivité, quand la maîtresse est là pour contenir l'enfant, eh bien, il arrive à faire illusion. Par contre, au collège, il ne pourra plus parce qu'on va lui demander l'autonomie. Donc, ces enfants-là, qui sont déjà très sensibles à leur image, qui ont été souvent extrêmement attentifs à ne pas décevoir leurs parents, à ne pas se décevoir eux-mêmes, d'un seul coup, ils se déçoivent. Ils ont peur de décevoir les autres et là, ils risquent un effondrement psychique qui, comme tu le dis très justement, n'est pas lié au potentiel, n'est pas lié au TDAH, mais lié à l'ensemble de ce profil-là. Et si on ne le prend que par petits bouts, eh bien, on est extrêmement réducteur. Et je rajouterais juste un truc, et tu confirmeras si tu es d'accord ou pas, c'est qu'un QI aussi, c'est qu'un cliché de ce que l'enfant peut ou veut nous montrer à un moment donné. C'est pour ça que je te rejoins quand tu dis on ne peut pas dissocier le chiffre d'un QI de l'état psychique, l'état émotionnel de l'enfant quand il l'a passé. C'est pour ça que vous avez raison, les psychologues, de refuser de balancer un chiffre à la médecine scolaire ou au pédopsychiatre ou au médecin généraliste. Ça ne veut rien dire, un chiffre qui est dissocié du reste. Et on a des enfants, c'est comme un cliché. Si on prend en photo un enfant qui fait une grimace, on va pas dire toute sa vie, il est moche. Donc, effectivement, on peut, pour des raisons affectives, parce qu'il est déprimé, parce qu'il est opposant, parce qu'il est préoccupé, et quand l'espace psychique n'est pas disponible, eh bien, même si on est très intelligent, eh bien, ça ne se voit pas sur le QI. Et donc, il faut absolument tenir compte des conditions de passation. Oui, bien sûr. Voilà, je vais rebondir sur ça. Parce que ça fait partie des questions qu'il y a eu et que je retrouve là aussi dans les commentaires. Il y a beaucoup de questions par rapport à ces aspects-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut louper son test et que faire de ces situations où on a un enfant qui n'a pas obtenu de score significatif en termes de décalage par rapport à la norme dans un test et pour lesquels on trouve qu'il y a quand même des caractéristiques de fonctionnement qui, à d'autres niveaux, pourraient nous amener à les considérer comme des hauts potentiels, notamment de la place d'un parent, d'un enseignant qui le voit évoluer dans des contextes du quotidien. Et c'est pour ça que, comme le disait Olivier, c'est une analyse clinique globale. Et c'est là où la clinique a tout son sens. Parce qu'effectivement, un QI, comme l'a rappelé Olivier, n'est pas un diagnostic en soi, n'est même pas une identification. C'est la partie d'un tout qui ne va pouvoir prendre sens que dans ce tout. Et que c'est notre métier, et là je plaide pour notre métier de psychologue, parce que nous sommes formés, en tout cas pour ceux qui ont pris cette option-là, à cette analyse fine du fonctionnement d'un enfant à travers nos outils que sont les tests et donc les bilans. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités de professionnels et de psychologues pour pouvoir dire à une famille, écoutez, à ce jour, à ce moment-là, pour des raisons qui sont à la fois d'ordre de troubles d'apprentissage, peut-être de troubles d'attention ou d'un contexte extrêmement compliqué au niveau familial ou au niveau psychologique, on ne peut pas poser cette identification de façon claire, mais il y a énormément d'indices qui laissent supposer que oui, cet enfant fonctionne de telle façon, et à ce moment-là, on va d'abord, la priorité, c'est de s'occuper de la souffrance, de s'occuper de la difficulté, de rééduquer le trouble s'il y en a un, et on refera dans un deuxième temps un bilan. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas un coup près, c'est pas oui ou non à un instant T, mais un bilan, c'est une carte du territoire. On dresse une carte du territoire du fonctionnement de l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cet enfant-là à ce moment-là de sa vie et de son histoire et par où on va passer, où sont les chemins dégagés, où sont les champs cultivés, où sont ceux qui sont en friche, où sont les puits et donc les ressources, et où sont les montagnes à escalader. Mais c'est ça un bilan, c'est pas un truc magique, c'est une compréhension du fonctionnement et c'est à nous de comprendre. Sauf que tu rappelles qu'on ne peut pas le refaire tout de suite, le test. Absolument, c'est-à-dire que pour que ça soit valide et qu'il n'y ait pas de biais de passation, il est convenu, toujours pareil, internationalement, qu'on ne peut pas refaire un test avant 1 an. Mais ça n'empêche pas, pendant ce temps-là, de mettre en place, si l'enfant est en difficulté, de mettre en place ce qu'il convient de mettre en place pour aider cet enfant. Alors, si je comprends bien, ce que tu dis là, c'est que si les scores ne sont pas significatifs au niveau du bilan, des scores de l'échelle WISC, Weiss, on ne va pas forcément dire on ne fait rien des scores, même s'il y a les caractéristiques, c'est sûr qu'il est surdoué, mais on va se dire s'il y a un décalage entre ce que j'observe dans la vie quotidienne et ce que je vois dans le bilan, qu'est-ce qui explique ce décalage, où se situe la souffrance de l'enfant qui fait que dans ce contexte-là, il n'arrive pas peut-être à
proposer, mobiliser ces ressources. C'est ça que j'ai entendu en tout cas. Oui, et c'est là aussi où justement, comme on l'a bien souligné, Olivier Revol et moi, c'est que l'exploration de la personnalité va nous donner des indices et va nous donner une compréhension, parce qu'un test de personnalité, c'est aussi une façon d'appréhender le monde, et il y a une forme d'intelligence à aménager et construire la façon dont on va parler de soi, ou la façon dont on va ménager. Nous, on utilise un certain type de test dit projectif, mais pas du tout dans une perspective analytique, loin de là, mais vraiment dans des perspectives très scientifiques justement et très contemporaines. C'est pas du tout la même façon de s'approprier un matériel de test avec une forme d'intelligence et avec une autre. Donc rien que ça donne de toute façon des hypothèses et des pistes et des éclairages. Mais en même temps, moi j'insiste, je l'ai déjà dit à l'épisode 1, c'est bon là, Olivier? C'est bon. Allez. Non. Ouais, ça commence. Tu vas continuer. Je répète, je n'ai pas perdu mon fil, je répète, parce que j'y tiens beaucoup, qu'on ne fait pas un diagnostic, une identification de HP. Je ne vais pas dire diagnostic, hein, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie. Coupé au montage. C'est un mantra, ça. Ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. C'est d'ailleurs un titre de tes conférences, hein, Olivier, voilà. Le potentiel, il ne peut pas faire une maladie. Voilà. Pas de quoi en faire une maladie. Bon, tu t'es perdu. On ne fait pas une identification au doigt mouillé. Ouais. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est très important de pouvoir avoir ces bilans-là pour avoir justement cette carte du territoire. Parce que c'est beaucoup plus facile de se promener avec un plan de Paris quand on habite à Paris qu'avec un plan de Marseille quand on habite à Paris. Ça ne veut pas dire que le plan est mauvais, mais ça veut dire qu'on ne trouvera pas son chemin. D'accord. Donc là, ça a répondu aussi finalement à la question de la diversité des scores qu'on pouvait obtenir quand il y a certains enfants qui vont passer un bilan à 6 ans et puis le repasser peut-être plus tard dans leur développement. Il avait bien été précisé jeudi dernier que ça restait quand même c'est un très faible pourcentage de variabilité de score, mais ça peut exister au regard de tout ce qui a été évoqué là. Qu'est-ce que vous pensez de ce saut qualitatif, comme ça avait été formulé dans les questions, entre 100 et 130 ou 100 et un fonctionnement au potentiel? Jeanne, Alors après, Olivier, ce sera pour toi. On va arriver dans le DA et autres. Avant de répondre à la question, je voudrais redire un truc par rapport à la question d'avant, parce que beaucoup de parents se la posent. On a l'impression que le QI, il n'a pas tout donné. Maintenant, ça nous pose un problème tout de suite pour une inscription dans une école, par exemple, ou autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on nous dit qu'il y a un effet test-retest qui ne permet pas de le refaire avant 1 an parce qu'il y a un apprentissage. Alors, on a la possibilité, et vous avez la possibilité, les psychologues, et vous en parlerez mieux que moi tous les deux, de faire d'autres tests s'il a moins de 12 ans, par exemple le KABC, qui évalue aussi l'intelligence, mais pas du tout de la même façon, qui évalue pas du tout le même profil, mais qui évalue quand même un score global d'intelligence. Donc, voilà, moi, je dirige un service où il y a des neuropsychologues. Je me présente, comme je n'ai pas été présenté, non, je plaisante. Tu t'es présenté, hein? Oui, tu m'as présenté. Non, je plaisante. Mais voilà, on demande à ce moment-là aux psychologues si elles ont la possibilité, s'ils ont moins de 12 ans, hein, parce que je crois que la limite c'est 12 ans, le KABC, de faire un autre test. Il y en a peut-être pour les plus grands. Donc, il y a toujours un moyen de réévaluer pour ne pas laisser les gens dans 1 an dans l'attente en disant on verra bien dans 1 an ce que ça donne. En tout cas, nous, c'est notre parti pris. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait de toute façon, systématiquement, que ce soit avec le KBC ou avec les matrices de Raven ou avec d'autres tests comme ça qui nous permettent d'appréhender le fonctionnement global, intellectuel et autres d'un enfant. Et on prend à ce moment-là la responsabilité, parce que c'est notre responsabilité professionnelle, de faire une attestation à l'école en disant à l'école que cet enfant doit bénéficier d'un saut de classe, que cet enfant doit bénéficier d'un accompagnement spécifique. C'est notre job et il faut qu'on soit engagé dans notre job. C'est vraiment notre responsabilité. Et dans le code de déontologie des psychologues, il est bien indiqué que les résultats et que des psychologues sont de leur responsabilité. Donc, moi, ça me paraît évident que quand on considère en notre âme et conscience, parce qu'on a des arguments que tel enfant doit bénéficier d'une accélération de cursus ou de n'importe quel autre type d'aménagement, on doit le faire. On ne peut pas laisser un enfant comme ça en plan au bord de la route. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, quels que soient les scores qui sont obtenus, effectivement, il y a des moyens d'agir, il y a des moyens de poser des choses et surtout, vraiment, il ne faut pas s'arrêter à ça pour dire « Ah ben du coup, là, on ne voit rien, donc on ne fait rien ».
Oui, ce qui veut finalement, Olivier, ce que tu disais, c'est il faut prendre les moyens à notre disposition et les outils qu'on a pour continuer l'exploration et mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour dans le bien, évidemment, de l'enfant ou de la personne qu'on va recevoir. Oui, et on en a beaucoup de possibilités, on en a beaucoup d'outils. Ça, il n'y a pas du tout de difficulté par rapport à ça. En revanche, et pardon si je me fais encore des ennemis, mais bon, ça fait partie du job, on ne peut pas aller voir un psychologue qui fait un bout de thèse sur un bout de bureau et qui n'est pas formé à ces spécificités d'exploration attentive du fonctionnement intellectuel et du fonctionnement de la personnalité. C'est un métier, c'est une compétence, c'est une expertise de faire un bilan et c'est surtout une expertise de savoir l'analyser. Tout le monde peut faire passer un bilan. Il suffit de prendre le manuel, on pose des questions, on met des scores, on additionne, on a fait un bilan. Mais ce n'est pas ça notre métier. Et moi, je défends à fond notre métier parce que ça m'insupporte que quelquefois, parce que nous, en revanche, pardon de me mettre 2 secondes en colère, mais après, je ne ferai plus. Enfin, je ne sais pas. C'est très compliqué pour nous quand on est justement un peu expert de la question, et oui, on l'est. De voir arriver des tests faits n'importe comment, on ne sait plus quoi faire parce que là, comme disait Olivier Revol, on est coincé avec le fait qu'il faille attendre un an et en même temps, on voit tout de suite que ce test a été fait par quelqu'un peut-être de bonne volonté, mais en tout cas qui ne savait pas faire un test. Mais ouais, tout à fait d'accord. Et est-ce qu'on ne peut pas dire, là, à ce moment-là, que ce que tu viens de dire, tu ne l'as pas appris à la fac, tu l'as appris au fil du temps. Et que quand tu vois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, un enfant pour lequel on a pu se planter sur un premier test et voir qu'est-ce qu'il est devenu, eh bien, je pense que là, ça, c'est irremplaçable. Tu es d'accord? Enfin, on l'a quand même un peu appris à la fac. Enfin, c'est quand même justement… Non, mais tu as appris à la fac la théorie. Ah oui, Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils évoluent et comment on peut se faire piéger à un moment donné, soit parce qu'il y a la coexistence d'autres choses, soit parce que l'enfant n'était pas disponible. Et ça a dû t'arriver, moi ça m'est arrivé, des gens qui sont venus plusieurs années après en me disant ben, vous aviez raté un truc. Et le fait qu'on reconnaisse qu'on a raté un truc nous permet de ne pas le refaire une deuxième fois. Oui, mais finalement, enfin, je fais un tout petit pas de côté, mais qui me paraît important dans ce contexte, c'est là où l'expertise existe. L'expertise, ce n'est pas une autoproclamation qu'on est expert. L'expertise, c'est d'avoir pris un sujet dans n'importe quel domaine et d'être allé à fond, d'avoir travaillé sur ce sujet-là avec des populations, avec des générations et d'avoir mis ce sujet-là au premier plan du champ de notre exercice professionnel. C'est ça l'expertise. C'est pas un truc comme ça, on se proclame pas expert. En même temps, si tu t'autoproclames expert de quelque chose, ça ne dure pas longtemps. Bien sûr. C'est-à-dire que ce qui donne la validité au statut d'expert, c'est le fait que les gens te reconnaissent comme tel et qu'à un moment donné, eh bien, tu as apporté des réponses et les réponses, c'est que tu les as soulagés. Parce qu'on a fait tous ce métier pour soulager les gens. On n'a pas fait ce métier pour autre chose. Alors, j'ai une petite relance sur la question du saut qualitatif. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Parce que… Je sais qu'il y a plein de… Mais bon, voilà, histoire qu'on puisse passer à la section suivante. Le saut qualitatif, c'est une question hyper piège. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on l'a soigneusement évité, et Olivier et moi, parce que moi, ma conviction, mon intime conviction, alors là, une fois encore, j'engage ce que je dis, mais mon intime conviction, c'est que oui, il y a un saut qualitatif. Pourquoi? Parce que quand des études, y compris celles qui ont été menées avec Olivier Revol, Dominique Sapé-Marinier et Fanny Nussbaum avec des IRM fonctionnels, mais on parle des études françaises parce qu'on est bêtement français, mais il y a des études internationales avec des images internationales et des cohortes immenses qui montent et disent tous la même chose. Oui, il y a effectivement un fonctionnement cognitif singulier à partir de ce fameux score de 130. Donc, à partir du moment où ça s'organise différemment, où ça circule différemment au niveau du cerveau, je ne vois pas comment ça serait possible qu'il n'y ait pas de différence qualitative. De la même façon, si on va de l'autre côté de la courbe de Gauss, il est bien évident qu'un enfant ou un adulte qui a un 70 de QI, eh bien, il n'est pas simplement moins intelligent, mais il a un fonctionnement humain. On a tous rencontré, même ceux qui ont des pathologies comme la trisomie 21, on voit bien qu'il y a des questions de sensibilité, des questions de relation aux autres, de compréhension, de forme d'empathie. Il y a qualitativement une différence. Et c'est la même chose de l'autre côté de la courbe. Ça ne peut pas être autrement. Après,
évidemment, c'est comme 6 ans de CP. C'est pas tout d'un coup, ping, il y a une boîte à transformation et on bascule d'un côté de l'autre. Il y a un continuum. Il y a évidemment un continuum. Mais si tu as moi, si j'avais eu des gens qui m'arrivent jusqu'ici, j'aurais couru sûrement beaucoup plus vite qu'en mesurant 1,60 m avec mes petites jambes. Donc forcément, ma vie a été impactée par le fait que je sois petite. Coralie va dire qu'on n'a pas encore répondu à la question, je pense. Est-ce que, mais là, je fais le candide, parce que c'est vous qui êtes psychologue, mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même, parce que votre question c'était entre 100 et 130, il y a des paliers, c'est ça que vous vouliez dire. Et qu'est-ce qu'on fait de ces paliers et comment on considère ces enfants-là? Mais est-ce que vous ne pouvez pas me confirmer que 2 enfants qui ont un QI à 120, par exemple, ils n'ont pas forcément le même type d'intelligence en fonction des items qui sont particulièrement réussis. Et on sait bien qu'il y a des items qui sont particulièrement représentatifs de l'intelligence, comme l'épreuve de similitude, comme l'épreuve de compréhension, et que finalement, c'est bien plus la façon dont le QI se construit plutôt que le chiffre global, et qu'il y a des enfants qui, à 120, sont éminemment précoces parce qu'ils sont moins bons dans les items qui demandent plus d'apprentissage, donc plus scolaire, et ils sont excellents dans les items d'intelligence pure. Je me trompe ou Jeanne? Non, je crois que c'est, si je peux me permettre de répondre sur cette question-là, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement des items qui sont plus ou moins signifiants. Et il y a aussi une façon de mobiliser ces ressources qui va faire que pour un même score de similitude, il va y avoir des enfants qui vont engager une énorme intensité cognitive pour arriver à un score performant, là où l'enfant HP va mettre très peu d'énergie pour arriver au même résultat. Et tout ça, ça fait partie des critères dont on tient compte quand on analyse le bilan et qui vont faire qu'à profil même équivalent, on n'aura pas les mêmes modes de fonctionnement. Et effectivement, on se décale de la question de la quantité, qui n'est finalement pas une quantité mesurable comme des billes dans un sac, et on va se questionner sur les processus. Donc, c'est qualitatif. L'analyse d'un QI, c'est qualitatif. C'est-à-dire que c'est la mise en perspective des items les uns par rapport aux autres, d'une part, et ensuite la mise en perspective des chiffres par rapport à la sphère émotionnelle. Et là, on peut faire un diagnostic. Oui, mais même avant la sphère émotionnelle, comme vient de l'expliquer Coralie très pertinemment, c'est la façon dont, quelles sont les stratégies et les mécanismes que l'enfant va utiliser pour produire le score qu'on va comptabiliser. Exactement. Et c'est ça qui fait toute la différence. Bien sûr. Et c'est là aussi où même au niveau de la passation de test, si tu passes un test avec un psychologue qui dit oui, comme quelquefois les mamans qui font apprendre les tout petits enfants et qui veut absolument que le score ne sera pas significatif non plus. Je veux dire, il y a une façon de passer un test. Il ne s'agit pas d'être en retrait, désagréable et le visage fermé. Et il ne s'agit pas non plus d'être dans quelque chose de tellement étayant que finalement, on ne sait plus très bien si on mesure l'empathie du psychologue ou les compétences intellectuelles de l'enfant ou de l'adulte. Et donc, partant de là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, un QI de… Alors, est-ce qu'il y aurait des sous-catégories, par exemple, une catégorie avec un QI de 125 et ce serait une catégorie différente si on a 140 de QI? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ça va dépendre de quels sont les items qui font que le QI n'arrive pas à 130. On est d'accord. Une fois encore, si jamais l'enfant a un trouble d'attention ou s'il est dyslexique, on sait bien que par exemple les dyslexiques réussissent pas bien des épreuves qui sont beaucoup plus scolaires. Quand il y avait l'épreuve d'information qui faisait partie du QI, c'est une épreuve qui n'était pas réussie. Donc, un peu moins maintenant qu'il y a Internet, mais bon. Bref, donc ils ont moins accès facilement à la connaissance, donc c'est plus compliqué. Donc après, on va regarder item par item. Et à 120, on peut être plus précoce qu'un autre qui a 130. Voilà. Donc, avoir d'autres caractéristiques typiques du fonctionnement qui sont très activées, très présentes, même s'il n'y a pas un score de 140. C'est ça. Et comme disait Jeanne, très justement, c'est à nous de prendre notre responsabilité, de faire un certificat en disant, OK, sur ce QI-là qui vient de passer, il n'a pas 130, mais moi, je vous dis que c'est un enfant à haut potentiel qui doit mériter d'être dans un établissement qui connaît ces enfants-là ou dans une classe qui connaît ces enfants-là parce que ça va être très compliqué pour lui. Et c'est un manque de chance de lui refuser l'accès à certaines classes ou à certaines techniques pédagogiques parce qu'il n'avait pas le score, la barrière de 130. Ce qui ne veut pas dire, ni pour Olivier Revol, ni pour moi, et je le précise pour les esprits chagrins ou les esprits de toute façon critiques, que nous sommes tous d'accord, tous les trois là, ce soir, que le score de QI est un élément de diagnostic et que oui, être HP, c'est avoir un score de QI
égal ou supérieur à 130. Mais là, nous avons des postures de cliniciens qui rencontreront des dizaines et des dizaines, et nous avons rencontré des centaines d'enfants. Donc, on parle effectivement de notre clinique quotidienne, mais on ne réfute pas le score de QI comme élément d'identification. Et après, bien sûr, il y a deux dimensions. Il y a l'approche clinique, dont on vient de parler, et où là, on peut s'autoriser à dire il n'a peut-être pas 130, mais pour nous, il relève d'avoir des aménagements pédagogiques d'un enfant au potentiel. Et puis après, il y a effectivement l'inclusion dans des protocoles de recherche, où là, c'est plus compliqué parce qu'on doit respecter certains référentiels. Mais on n'est pas dans la même dynamique, on n'a pas la même mission à ce moment-là. Non, on n'a pas la même mission du tout. Et je voyais sur le fil, c'est la même logique et c'est la même démarche intellectuelle pour nous les professionnels, pour les adultes. C'est-à-dire qu'un adulte qui va avoir un score très élevé en indice de compréhension verbale, par exemple, et qui aura des scores plus moyens dans les autres échelles, c'est à nous de comprendre pourquoi. Et c'est à nous de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est à nous de pouvoir déterminer, quand je dis à nous les psychologues, évidemment, de pouvoir déterminer qu'est-ce qui a pu faire que cet adulte-là, est-ce qu'il a un score très élevé sur cette échelle parce que c'est quelqu'un qui a toujours été à fond dans l'apprentissage, dans la connaissance, et que ce score est peut-être surfait pour des tas de raisons, ou est-ce qu'à l'inverse, le fait qu'il n'ait pas pu avoir de performances plus élevées sur les autres échelles signifie autre chose que nous devons analyser pour cette personne-là à cet instant-là de son histoire. Il n'y a pas de mode d'emploi et qu'on va calquer et plaquer sur tout le monde. À chaque bilan, c'est une nouvelle aventure et c'est une nouvelle exploration, comme une enquête policière. Alors, je propose qu'on glisse tranquillement, mais vous aurez l'occasion de toute façon de faire des liens avec ce qu'on a dit. La deuxième grande catégorie de questionnements et de commentaires et de témoignages concernait justement toute la part des troubles 10, troubles psychologiques, notamment beaucoup de questions sur le TDAH. Est-ce que c'est très fréquent chez le haut potentiel? Est-ce qu'il y a des choses caractéristiques chez les enfants au potentiel ou enfants ou adultes d'ailleurs qui ont également un TDAH? Et à quel moment on doit être alerté, se questionner autour de cette question-là justement? Oui, alors c'est vraiment une question majeure et qui pose problème parce que ça se ressemble et qu'il y a une méconnaissance de beaucoup d'enseignants, de parents, et que au départ, si vous avez un enfant qui s'ennuie à l'école, si vous avez un enfant qui bouge, si vous avez un enfant qui n'aime pas écrire, si vous avez un enfant qui argumente, eh bien, pendant un temps, on ne sait pas si l'origine de ces problèmes sont liés à un trouble déficit d'attention, TDAH, ou à un haut potentiel, voire les deux. Et pour répondre à une première partie de ta question, oui, il y a une surreprésentation du TDAH chez les hauts potentiels et vice-versa. Là, on ne peut pas le chiffrer parce qu'il faudrait qu'on fasse un screening de tous les TDAH en France et de tous les hauts potentiels. Mais dans la pratique clinique, on s'aperçoit qu'on en reçoit énormément. Je ne peux même pas vous dire de chiffres, mais en plus, il y a un biais puisque notre service est spécialisé dans ces deux profils. Mais il y en a énormément. Alors, pour répondre à la question, oui, c'est compliqué. Pendant un temps, on ne sait pas. Pendant un temps, on peut douter que ce soit ou un haut potentiel ou un TDAH. Vraisemblablement, c'est très souvent un peu les deux. Et là, le QI, alors là, pour le coup, il est extrêmement imparable. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant en difficulté scolaire, alors ça commence en CP, c'est à partir du CP, donc votre enfant a 6 ans, 7 ans, et ça allait quand il était en primaire, en maternelle, parce qu'on peut se lever en maternelle, on peut bouger, et puis ça commence à être compliqué quand il faut rester assis toute la journée. On ne peut pas dire encore à ce stade-là si c'est le haut potentiel ou si c'est le TDAH. Maintenant, les cliniciens, très vite, on a l'habitude, on regarde comment il fonctionne, la pertinence, la rapidité, le fonctionnement qui nous épate à tous les sens du terme, et puis l'histoire, quand les parents nous racontent qu'il a parlé très tôt, bon bref. Et là, le QI va montrer indiscutablement, quand il y a un vrai TDAH, j'en ai jamais vu, qu'il n'y avait pas un décalage considérable, ou en tout cas remarquable, entre le verbal et le non-verbal d'une part, et la vitesse de traitement et la mémoire de travail d'autre part. Donc déjà là, on a un atout. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Jeanne, c'est-à-dire que le QI, c'est une première approche,
qui va nous permettre d'ouvrir, qui devrait nous permettre d'ouvrir sur d'autres évaluations. C'est-à-dire que les psychologues cliniciennes que vous êtes, quand vous passez un QI, vous allez dire, mais là, il faudra aller gratter avec une neuropsychologue du côté des praxis, du côté de l'attention, de la concentration, parce que je vois déjà sur ce QI des petites choses qui mériteraient d'être approfondies. Le QI, on peut le prendre pour faire une métaphore médicale. Vous avez mal au ventre, on ne commence pas par vous ouvrir le ventre, on vous fait une échographie. Et quand vous avez fait l'échographie abdominale, et c'est là que le radiologue va dire il faudrait aller chercher plutôt là, il faudrait faire d'autres types d'évaluations, etc. Donc, le QI va ouvrir sur à la fois d'autres évaluations neuropsychologiques, est-ce qu'il y a une dyspraxie, une dyslexie, est-ce qu'il y a un trouble d'attention, ou sur des évaluations psychoaffectives en disant s'il a raté ces items-là versus d'autres, c'est que peut-être il y a un autre problème. Donc voilà, la question c'est TDAH et haut potentiel. On a beaucoup écrit là-dessus, moi j'ai appelé ça double chance ou double peine, parce qu'une fois encore, quand on cumule ces deux profils, ça peut être très compliqué au départ, parce que les deux profils se potentialisent. C'est-à-dire que quand vous êtes TDAH et haut potentiel, ce qui une fois encore est très fréquent, je dirais, pour vous donner un chiffre, je vais me lancer, c'est 30% des enfants que je vois en consultation. Et une fois encore, parce que c'est notre spécialité. Mais quand vous avez les deux, vous avez deux bonnes raisons de vous ennuyer à l'école. Vous avez deux bonnes raisons de trouver que c'est trop long. Deux bonnes raisons de trouver que vous n'avez pas envie d'écouter les consignes, que c'est répétitif. Et pour les deux choses, ça peut devenir dramatique. Et à partir du moment où on leur montre le QI et on dit que ce n'est pas parce qu'il est mal élevé, ou que ce n'est pas parce que la maîtresse n'est pas bonne, ou que ce n'est pas parce qu'il a des problèmes psychologiques, mais que ce QI en montagne russe, avec des points forts très forts et des points faibles très faibles, à lui seul, il explique pourquoi cet enfant n'est pas ajusté pour l'école. Et comme par hasard, à partir du moment où vous, les psychologues, quand vous l'avez testé, vous envoyez les aménagements pédagogiques à l'école en expliquant qu'il faut le laisser se lever parce qu'il a un TDAH, qu'il faut accepter qu'il se balance sur sa chaise, que quand il laisse tomber un crayon, on ne va pas le punir, qu'on ne va pas lui supprimer sa récréation parce que lui, il a vraiment besoin de sa récréation, mais on ne va pas lui supprimer parce qu'il n'a pas été sage pendant la classe. Et bien d'un seul coup, eh bien, ça change. Et d'un seul coup, ce fameux effet domino, qui fait que le domino neurologique, parce que c'est neurologique, à la fois le QI, enfin l'intelligence et le TDAH, le domino neurologique a fait tomber le domino réussite, qui a fait tomber le domino estime de soi. Et bien, à partir du moment où vous avez fait un bon diagnostic et qu'on a transmis ça à l'école avec les critères pédagogiques, eh bien, on voit que ces gamins-là vont beaucoup mieux, avant même tout traitement. Donc, la première étape pour les prendre en charge, en tout cas pour pouvoir les accompagner, c'est déjà d'arriver à repérer ça. L'évaluation, fondamentale. C'est d'ailleurs ce que Michel Habib dit, qui lui aussi a une consultation très spécialisée dans les troubles d'apprentissage et plutôt du côté de la dyslexie ou de la dyspraxie, où effectivement il dit que de façon significative, sans que ça soit des chiffres scientifiques, mais que de façon très significative, il y a énormément d'enfants qui viennent consulter pour des difficultés scolaires avec une supposition des enseignants ou des parents autour d'un trouble des apprentissages et qui s'avèrent être également des enfants à haut potentiel. Et que cliniquement, en tout cas, cette association de bienfaiteurs ou de malfaiteurs, d'ailleurs ça s'appelle les twice exceptional aux États-Unis, 2 fois exceptionnel, c'est-à-dire à la fois avec une intelligence exceptionnelle et à la fois avec une exception par rapport à une difficulté, eh bien, au niveau des apprentissages, eh bien, on le remarque. Et nous aussi, moi personnellement, si je fais un tout petit looping arrière, pourquoi j'en suis venue à m'intéresser à ces enfants-là? C'est parce qu'en fait, au départ, je voulais m'occuper des enfants avec des déficiences, parce que je pensais que c'était eux qui en avaient besoin. Ma logique humaine me faisait dire ça. Et c'est en travaillant à l'hôpital dans un laboratoire de recherche sur le fonctionnement cognitif avec le professeur Bernard Gibello, et c'est en voyant tous ces bilans qu'on faisait pendant des heures, parce qu'à l'hôpital, on a souvent le temps et les moyens de le faire, de voir tous ces enfants qui étaient dans des échecs scolaires fracassants et trop souvent des souffrances psychologiques sévères et qui pourtant avaient des scores de QI très élevés, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'avais pas, pour moi, un surdoué, c'était forcément le premier de la classe avec des petites lunettes et qui réussissait tout. C'était mon image et mon mythe personnel et le mythe de beaucoup de gens. Et c'est la souffrance qui m'a amenée de ce côté-là. Et la souffrance parce qu'on travaillait sur le cognitif et qu'il y avait, comme le disait et le dirait Jean-Charles Terrassier, il y avait un paradoxe. C'était le paradoxe de l'intelligence. C'est ça. C'est ça. Et pour répondre finalement à la question de Coralie, c'est de dire que finalement, le premier temps thérapeutique, c'est l'évaluation. Et l'évaluation, elle est toujours thérapeutique. C'est-à-dire que quand ils sortent et qu'on peut leur montrer noir sur blanc les raisons de leurs difficultés, eh bien déjà, ils vont mieux.
et on peut commencer à dialoguer. Et tant qu'on n'a pas fait le diagnostic, et c'est là que toute la question se pose, c'est qu'on retarde le profilage de ces gamins-là parce que, eh bien, c'est confusionnant d'avoir les yeux qui pétillent et de ne pas réussir à l'école. Donc, pendant très longtemps, on va leur reprocher ça. Quand même, tu as parlé tôt, tu devrais pouvoir, qu'est-ce qui se passe, tu as un problème psychologique. Et tant qu'on n'a pas mis un mot, un diagnostic sur le trouble 10, une évaluation sur le profil intellectuel, eh bien là, le gamin, il se sent totalement démuni, désemparé. Et c'est cette méconnaissance qui va être responsable de la souffrance secondaire de l'enfant. Et ce qu'on va beaucoup retrouver justement chez les adultes, c'est d'ailleurs ce que disent quasiment tous les adultes chez lesquels le haut potentiel va être identifié, où ils disent « mais j'ai l'impression que ma vie vient de commencer, qu'un voile s'est déchiré et que enfin, en revisitant mon histoire, je comprends tout ce qui s'est passé. » Et c'est pour ça que les adultes, lorsqu'on fait cette identification et qu'ils font cette démarche qui est extrêmement courageuse, parce qu'on croit que d'aller faire un bilan, non, d'aller faire un bilan, c'est se confronter à soi, c'est archi courageux. Et tous les adultes chez lesquels est identifié ce haut potentiel le disent. Et cette sensation qu'ils sont passés à côté de leur vie, ils ont toujours eu ce sentiment de décalage, qui est quelque chose qui revient toujours, en tout cas dans mon expérience, ce sentiment de décalage, ce sentiment de différence, et qu'enfin ils peuvent y mettre des mots, mais c'est une révolution. Combien d'adultes ont pu dire « mais j'avais l'impression que ma vie était en noir et blanc et maintenant je vois le monde en couleur » et en même temps une immense colère qu'on met quelquefois un peu de temps à résorber, de colère contre les parents qui ne s'en sont pas rendus compte, contre les enseignants qui ne s'en sont pas rendus compte, contre le temps qui a passé, que peut-être si on l'avait su avant justement, si cet adulte-là l'avait su avant, il aurait fait d'autres choix et il aurait pris d'autres options de vie, mais chacun fait au mieux et effectivement c'est pour ça que le boulot que nous faisons est extrêmement important pour pas qu'on passe à côté de ces profils qui, à certains moments, pour certains d'entre eux, et évidemment pas tous, ont besoin qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe et qu'on débroussaille leur chemin. Et vous avez certainement toutes les deux fait cette expérience-là qui est terrible, mais qui est extrêmement apaisante, de voir que quand on décrit le profil de l'enfant aux parents, il y en a un qui s'effondre. Il y a une maman qui se met à pleurer, un papa qui se met à pleurer en disant « mais vous êtes en train de raconter mon histoire, vous êtes en train de raconter mon chemin de croix ». Et quand on leur dit « mais c'est pas trop tard », c'est pas trop tard pour l'évaluer, c'est pas trop tard pour le prendre en charge, en particulier pour le TDAH adulte, eh bien c'est une chance incroyable. Je pense que tu en es venu là, Jeanne, d'ailleurs tu l'as souvent dit, en voyant des parents qui se reconnaissent dans leurs enfants et on a l'impression qu'on récite leur histoire. Et malheureusement, au siècle dernier, eh bien, on n'avait pas, à part Terrassier qui a lancé le truc, mais on n'avait pas encore cette sensibilité-là. Et je voudrais dire une autre chose, on est en train de parler de ceux qui cumulent le haut potentiel et le TDAH ou un trouble 10 et qui sont particulièrement en souffrance, mais sinon on va nous le reprocher. Il y en a plein qui n'ont pas tout ça et qui ont un haut potentiel et qui vont très bien avec leur haut potentiel. Bien sûr, mais merci de le dire. En train de généraliser. Oui, mais justement, merci de rappeler ça, parce que effectivement, c'est effectivement comme ça que j'en suis venue à m'intéresser aux adultes, parce qu'à force, comme tu le dis très bien, et qu'on l'a tous constaté, de ces parents qui s'effondrent en disant « vous êtes en train de me raconter ma vie », et que je me suis posé cette question, mais complètement stupide, que j'assume, à me dire « mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ?» Et je me suis retournée, en tout cas dans la littérature française et même anglo-saxonne, il y avait très peu de livres ou d'études qui étaient consacrées aux adultes. Et du coup, j'ai pris les parents de mes patients, j'ai recruté, comme le font les chercheurs, j'ai recruté des personnes qui étaient OK pour venir passer des bilans, et tous ceux qui avaient effectivement un score de QI égal ou supérieur à ce fameux 130, je les ai rentrés dans des groupes d'études, des groupes de parole, des groupes cliniques de recherche clinique, et c'est comme ça que j'ai écrit mon livre sur les adultes, et c'est pas du tout avec une population consultante. Donc mon livre sur les adultes surdoués, il n'y a pas une page qui a été élaborée sur une population de consultants. Alors, je viens de rappeler parce que c'est ce qu'on nous reproche souvent, c'est-à-dire de dire, vous parlez d'une population qui a déjà consulté, donc il y avait déjà des troubles. Non, c'est faux. Toi comme moi, nous, par exemple, on fait beaucoup d'évaluations et beaucoup de recherches sur les frères et sœurs d'enfants à haut potentiel, qui sont souvent aussi à haut potentiel, qui n'ont pas consulté, mais qui ont quand même le haut potentiel, avec ce que ça représente comme spécificité dans la relation aux autres et dans la relation aux apprentissages. Ce qui permet de répondre à cette question qu'Aurélie ne manquera pas de nous poser. Est-ce que non, c'est pas grave, je vais aller faire autre chose, moi.
Non, revenez, revenez. Oui, c'est génétique. En tout cas, il y a une composante génétique dans l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'un papa et une maman surdoués feront une ribambelle de petits-enfants surdoués. Mais oui, il y a une composante génétique. Et oui, s'il y a une personne qui a été identifiée comme HP dans une famille, pour des tas de raisons, c'est important de tester l'ensemble de la fratrie et éventuellement les parents. Ça pourrait clarifier énormément de choses. Là, je prends un joker, moi. J'avais droit à un joker. Ouais, je sais pas, mais tu peux te l'octroyer. Je prends un joker. Okay. Par rapport à tout ce qui a été dit, moi j'avais une structure contrairement à vous, alors j'essaye un peu de… dans les commentaires par rapport au TDAH et dans les commentaires qui ont défilé, un tout petit point pour peut-être boucler cette partie-là, il y a eu des retours sur, et je trouve que c'est important voilà, juste de dire qu'on a entendu ça, sur le TDA sans H. Puisque finalement, il y a beaucoup l'aspect du comportement via la dimension hyperactivité, mais qu'on n'oublie pas qu'il peut y avoir des troubles déficit de l'attention sans hyperactivité, et que ces enfants-là sont moins visibles, entre guillemets, que les autres, ce qui peut entraîner d'autant plus de complications, à la fois dans le diagnostic et dans la façon dont on va pouvoir les accompagner par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a un mot que vous voulez rajouter par rapport à cette… Plein de mots. Oui. Je vais rajouter plein de mots. Là, c'est la triple peine. C'est la triple peine et je vais vous le raconter parce que c'est mon pain quotidien, surtout dans cette période de l'année. C'est essentiellement des filles. Il y a quelques garçons qui ont le trouble d'attention sans l'hyperactivité, mais c'est essentiellement des filles, je dirais 80% des filles, qui, quand elles ont le haut potentiel et le TDA et qu'elles n'ont pas le H, eh bien, pendant très longtemps, on a considéré que c'était des petites filles modèles qui réussissaient bien à l'école parce qu'en primaire, comme on l'évoquait tout à l'heure, elles faisaient illusion parce que c'était facile. Quand elles arrivent en 6e, 5e, elles s'accrochent, elles s'arrachent et ça passe. Et je vous promets, et il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître, qu'en 4e, 3e, ça commence à être dur, et au lycée, en seconde, elles s'effondrent. Qu'est-ce qui se passe? La fille qui n'a jamais déçu personne, qui n'a jamais posé de problème, qui n'a jamais bronché une oreille, parce qu'elle n'était pas hyperactive, qu'on trouvait un petit peu rêveuse de temps en temps, etc., mais sans plus, et qui n'y arrive plus, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu chutes maintenant? Eh bien, on a appris, les médecins ont appris que quand il y avait une chute des résultats scolaires, alors que tout allait bien jusqu'à maintenant, ce n'était pas un trouble neurodéveloppemental, donc ce n'était pas un trouble 10, ce n'était pas autre chose, c'était un problème affectif. Donc, on va les envoyer pour des psychothérapies, on va les traiter pour une dépression, une anxiété. Et quand on leur fait le test de QI et qu'on leur montre le haut potentiel qu'elles n'imaginaient pas une seconde, elles ne voulaient pas faire le test parce qu'elles disaient « mais on va voir que je suis débile ». Parce que ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas dit l'autre jour d'ailleurs, Jeanne, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de haut potentiel. Et surtout les filles haut potentiel, pour répondre à ta question, Coralie, et TDA, qui ont le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on m'a dit depuis toujours que j'étais très intelligente, mais je sais pertinemment qu'un jour, on va découvrir le poteau rose. Et alors, elles luttent, elles arrivent en seconde ou en fin de 3e, et ça ne marche plus, et ça y est, je suis découverte, et ils vont voir que je suis nulle. On leur montre le QI, non, tu n'es pas nulle, ma grande. Regarde, tu es très forte là, regarde ton indice de compréhension verbale, il est très bon, mais par contre, regarde ta vitesse de traitement, regarde ta mémoire de travail, regarde ces épreuves-là qui chutent, et voilà pourquoi tu es en difficulté. Et du coup, eh bien, cette espèce de montagne russe au niveau du QI explique leurs difficultés. C'est une triple peine, sauf au moment où on a expliqué, et là, on peut proposer de la remédiation cognitive, du neurofeedback, un traitement médicamenteux, et que d'un seul coup, eh bien, les notes remontent. Considérons le QI, je ne sais pas si vous allez aimer les deux, et surtout Jeanne, que je ne lui ai jamais dit encore. Considérons le QI pour les enfants qui ont des QI hétérogènes et qui sont précoces, comme vous voyez une table de mixage, vous voyez le truc, vous avez des curseurs que vous montez comme ça, que vous descendez. Et donc, un QI hétérogène, eh bien, il y a des curseurs qui sont hauts, des curseurs qui sont moins bas. Et notre mission, nous, une fois qu'on a évalué, c'est d'arriver à pousser les curseurs pour que le son soit le plus homogène possible. Ça te plaît, la métaphore? C'est de faire la balance. C'est ça. Non, mais c'est très juste et merci pour la métaphore que bien sûr je te piquerai comme d'habitude. Bien sûr. Et tu ne me la rendras pas. Non. Après, je dirais que c'est moi. Tu sais comment je suis. On me le racontera. Non, mais merci d'avoir mis le projecteur sur les filles parce que ça peut être un vrai drame. Et toi aussi, tu en as vu beaucoup, mais ces filles qui après, moi aussi, pour avoir travaillé très longtemps dans des services hospitaliers de psychiatrie de l'adolescent, quand tu vois ces filles qui sombrent dans des troubles alimentaires, par exemple, mais c'est tellement compliqué. C'est vraiment une pathologie tellement intense, tellement dense. Et pour les sortir de là et arriver à leur permettre de se réconcilier avec ce qu'elles sont vraiment,
c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'accompagnement, mais de l'accompagnement éclairé. Parce que combien de ces filles, ça me donne des frissons rien que d'y penser, sont effectivement passées à la trappe et se sont retrouvées dans des services de psychiatrie, mais et avec des médicaments dont elles n'avaient strictement pas besoin. Strictement pas besoin. Alors, est-ce qu'on peut quand même juste avoir un consensus que plus le QI est hétérogène et plus tu as des points forts et des points faibles, plus quand même tu es à risque au niveau de ton estime de soi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que Coralie, tu es d'accord avec ça? Oui, de toute façon, mais c'est valable pour tous les scores de QI. Plus il y a une homogénéité de fonctionnement intellectuel, plus il y a de force et de solidité. Et quelquefois, il vaut beaucoup mieux avoir finalement un 100 partout que d'avoir un 150, un 120 et un 90. Parce que plus les scores de QI sont homogènes, et bien plus ça donne effectivement de la puissance à l'intelligence, quelle que soit cette intelligence. Et surtout de la fluidité, je crois. C'est-à-dire qu'il y a la puissance parce que justement, les outils étant harmonieux, comme on sollicite toujours plusieurs outils cognitifs dans les situations auxquelles on est confronté, le fait d'avoir des outils qui marchent à peu près tous de la même façon nous permet d'avoir beaucoup plus de fluidité dans l'utilisation de notre pensée et de notre compétence. Ça me permet d'aller, Jeanne, sur un point que je trouve important dans ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est que finalement, et je reviens sur le joker d'Olivier sur tester la fratrie, ce qui est important peut-être, c'est qu'à partir du moment où on se pose des questions concernant un enfant, il vaut mieux faire cette démarche de bilan, poser les choses, comprendre la singularité de cet enfant-là, plutôt que rester dans des questionnements de si lui est HP, est-ce que la sœur aussi, est-ce que le petit frère aussi, oui, ils doivent tous l'être, ou non, peut-être ils ne le sont pas, d'être dans une espèce de forme d'errance où il y aurait les HP, les non-HP, et d'aller chercher dans chacun ce qu'on retrouve chez l'autre, alors qu'au bout d'un moment, on sait qu'il y a des probabilités pour qu'il y ait dans une fratrie plusieurs HP, en particulier si les parents le sont aussi. Mais ce n'est pas forcément non plus le cas pour tous. Donc, autant aller répondre à cette question-là en sachant que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une petite collection de HP et de s'assurer qu'ils le sont bien tous, mais juste d'essayer d'avoir la bonne lecture, la bonne grille de lecture pour chaque enfant dans sa singularité. Ce n'est pas mieux ou moins bien d'avoir 100 de QI que d'avoir 132 QI. Est-ce qu'on est OK sur ça? Oui, en tout cas, moi, je suis OK avec moi-même, c'est-à-dire que je pense qu'il ne s'agit pas de faire des prélèvements systématiques et automatiques, mais comme tu l'as dit très justement, Coralie, à partir du moment où on se pose des questions, où ça devient une question, c'est très important de faire cette démarche de bilan, parce que de toute façon, un bilan permettra, quel que soit l'enfant, de comprendre cet enfant-là et d'avoir un éclairage pour cet enfant-là et éventuellement de réfléchir pour cet enfant-là avec toutes ses forces et peut-être certaines fragilités ou toutes ses fragilités et d'autres forces. Et comme tu l'as très justement souligné aussi, et ça, souvent les parents se le posent dans les fratries, qu'est-ce qu'on dit aux autres? Eh bien, aux autres, on dit que chacun a un fonctionnement singulier et que de la même façon qu'il y en a qui ont les cheveux longs, des yeux bleus, des yeux verts, des compétences pour faire du hockey sur glace ou bien plutôt de la guitare, je veux dire l'intelligent, enfin cette identification-là n'est ni mieux ni moins bien, c'est juste une singularité. Et ce qui est important dans une fratrie, c'est justement de pouvoir éventuellement mettre en perspective la personnalité globale de chacun des frères et sœurs, mais il n'y a pas celui qui est HP et qui, oh là là, c'est la grosse tête de la famille, et celui qui est manuel et c'est le bricoleur de la famille. Heureusement que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus subtil que ça. Ouais, d'où l'intérêt quand on présente la passation du QI de dire que ce n'est pas pour avoir un score, mais pour avoir les points forts et les points faibles. Et pour voir quels sont, justement, je reprends mes curseurs, les curseurs qu'on pourra augmenter par rapport aux autres. D'où l'intérêt aussi de peut-être pas donner dans la fratrie le chiffre global, parce que les enfants vont s'en emparer et vont se les comparer comme on se compare les jouets, les machins, etc., les uns et les autres, alors qu'en fait, simplement dire, bah, toi, tu es meilleur dans tel domaine, toi, tu es meilleur dans tel domaine. Et expliquer que chaque enfant, comme le disait Jeanne, est singulier et que dans une fratrie, ce n'est pas toujours facile de faire avec les uns et les autres. Oui, et comme moi je le reprends avec mon image, celle dont je suis plus familière, c'est que chacun repart avec sa carte.
Tu vois, avec sa carte de territoire. Et sa carte de territoire, tu vas tu prends n'importe quel coin de France, il y a toujours de l'eau, du verre, des possibilités, et chacun a sa carte. Ah, c'est joli. Alors, catégorie de l'école, regroupées sous forme de 2 grandes questions un peu… alors, on pourrait y consacrer en soi, je pense, deux bonnes journées. On fera l'épisode 3. Voilà, mais je les propose quand même. La première grande catégorie, c'est finalement, est-ce que l'école actuelle est adaptée aux enfants avec un haut potentiel? Et que pensez-vous de l'instruction à la maison? C'est ballot, j'ai pris mon joker déjà, moi. Je savais qu'il n'allait pas le prendre tout de suite. Et que Marie a gardé une question pour la fin. Mais en même temps, c'est tout ce que vous voulez savoir. Donc, on y va. On n'a pas peur des questions. Voilà. Et ça, c'est ton côté TDAH, Olivier. Donc, j'ai pas pu attendre. J'ai pas pu attendre. Commence. Ça, avant qu'on réponde sur le fond, et je te laisse très volontiers le début de la réponse en tout cas, je voudrais préciser que par rapport à l'école en France, nous avons participé l'hiver dernier à toute une commission de réflexion avec l'éducation nationale pour effectivement améliorer autant que faire se peut la prise en charge et l'accompagnement pédagogique de ces enfants dans l'école de la République. Et dans cette commission, nous étions un certain nombre qui étions à l'épisode 1 du webinaire de la semaine dernière. Donc, nous y trouvions Florence Paris, référente académique, qui était dans cette commission. Nous y trouvions aussi Nicolas Gauvry, que vous avez vu lors de la première session. Parmi ceux qui étaient dans la première session, et bien toi, Olivier, et bien sûr que tu étais là. Fanny et Dominique. Fanny et Dominique étaient il était à la restitution à la Sorbonne. Non, oui, c'était la restitution, mais pas dans la commission. Non, pas dans la commission. Ouais. Et moi. Et donc, on a quand même travaillé. Et François Vialat. J'ai oublié François Vialat, qui était dans cette commission aussi. Et on a travaillé un certain nombre de sessions et un certain nombre de mois pour essayer justement de nous mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il fallait transmettre aux enseignants et aux équipes pédagogiques pour accompagner au mieux ces enfants-là, c'est-à-dire à la fois de pouvoir leur permettre des accélérations de cursus, c'est-à-dire des sauts de classe ou des niveaux de compétences quand c'était ce qui était nécessaire, ou des aménagements pédagogiques s'ils avaient effectivement des difficultés ou des troubles 10 ou autres TDAH associés. Et je rappelle aussi qu'il y a des référents académiques aujourd'hui dans toutes les académies. Alors, je crois que cette période qu'on vient de passer, ça ne me permet pas de prendre un joker, mais de faire un pas de côté. Tu l'as pris le joker là. Je crois que cette période qui vient de passer nous a permis de comprendre aussi que ce n'est pas si simple d'être enseignant, qu'un certain nombre de parents ont craqué en se disant que finalement, ce n'était peut-être pas tout la faute du prof. Et que c'était important d'avoir aussi cette forme de respect pour les enseignants, que beaucoup d'enseignants ont énormément évolué, qu'aujourd'hui, quand des parents parlent d'un enfant avec ses profils atypiques, ils ne sont pas regardés comme des narcissiques en employant ces grands mots qui veulent absolument se glorifier et que ça fait tellement chic d'avoir un enfant surdoué. Et je crois que tout le monde a bien compris qu'il y avait des singularités et qu'il fallait les prendre en compte. Et je renvoie tout le monde sur le site de l'Éducation nationale sur Ebuscol, où vous trouverez un résumé d'une certaine façon et des propositions pédagogiques précises pour cet aménagement. Alors, c'est sûrement pas l'école idéale. Je ne sais pas quelle est l'école idéale. Je ne suis pas sûre personnellement que l'instruction à la maison soit non plus la formule idéale. Et on a bien vu dans cette période que pour un certain nombre d'enfants, il y avait énormément d'avantages de faire l'école à la maison et que pour d'autres enfants, c'était particulièrement douloureux, voire pénible. Et à certains moments, pour les uns, et à d'autres moments pour les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire non plus. Rien n'est jamais linéaire. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de l'éducation nationale, mais je crois qu'on doit tous les faire ensemble parce que ce sont nos enfants. Bon, moi, je vais répondre à la question vraiment, moi. Sans politiquement correct. Non, Jeanne a tout à fait raison. Et tu dois conclure d'ailleurs sur le fait qu'après cette commission, on a sorti un vade-mecum qui a été publié, et que toutes les écoles de France ont,
vade-mecum de la maternelle au bac sur comment faire pour accueillir les enfants à haut potentiel. Donc effectivement, Jeanne a 1000 fois raison. Il y a eu une révolution dans les 5 dernières années sur le regard que porte l'éducation nationale sur les enfants à haut potentiel. Ça, c'est une chose. Et sur Pardon ? Globalement, c'est toujours pareil. Après, il y a toujours des exceptions. C'est comme mais tous maintenant, ils ont dans chaque école le vade-mecum et ils savent ce que c'est qu'un enfant. Enfin, ils ont les moyens d'aller voir ce que c'est qu'un enfant au potentiel, comment il faut l'aider, comment il faut le repérer, le dépister, etc. Et ça, Florence Paris nous a beaucoup aidé par rapport à ça. Maintenant, pour répondre vraiment à la question de Coralie, est-ce que l'école est adaptée pour les enfants au potentiel ? Moi, je dirais sans langue de bois que l'école actuelle n'est pas adaptée aux enfants du 21e siècle. Voilà. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est-à-dire que quand vous prenez une voiture il y a 100 ans, elle ne ressemble pas à une voiture de maintenant. Quand vous prenez une salle de classe il y a 100 ans, elle est assez sensiblement identique à ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire un acteur principal, le prof, et des élèves qui sont autour. Donc, il y a un décalage majeur entre les attentes des enfants du 21e siècle, qui sont hyper informés, qui rentrent chez eux, qui sont sur des tablettes, qui communiquent, etc., et un système scolaire qui, malgré, et là, Jeanne a raison, malgré toute la bonne volonté des recteurs, des enseignants, etc., il y a encore un système scolaire qui est beaucoup trop lourd. Et moi, je ne sais pas, Jeanne, si tu as remarqué ça, mais je me faisais du souci avant le confinement en disant mais nos gamins hyperactifs, précoces, etc. Mais il y en a 99% qui ont vécu le meilleur mois de leur vie. Il y en a 99% qui disent, bon, tant que ça s'arrête quand même, mais qui disent c'était extraordinaire parce que les aménagements pédagogiques qu'on essaye de mettre en place à l'école parce que je suis précoce, parce que je suis dyslexique, etc., là, je les avais à la maison. Et que finalement, le confinement s'est bien passé. Alors, Jeanne a raison, l'école à la maison, ce n'est pas non plus une solution parce que les parents, ils sont au bout de leur vie, comme disent les adolescents, là, et qu'on peut être très bon parent, mais qu'on n'est pas forcément un très bon enseignant, et que ça devient très compliqué, et qu'il y a beaucoup de parents là qui ont envie d'aller prendre les enseignants, de les embrasser sur le front en leur disant bravo pour ce que vous faites, parce qu'on n'imaginait pas ce que c'est que d'enseigner. Bon, mais le système scolaire, il doit vraiment changer. Il est en train de changer. C'est plusieurs millions de personnes qui gravitent autour de ça. C'est compliqué, mais il va falloir profiter certainement de ce confinement, parce qu'il y a plein de choses qui vont bénéficier, et plein de personnes qui vont bénéficier de ça pour se dire, oui, il y a peut-être une autre façon d'aborder les enfants en général. Et quand on aborde les enfants à haut potentiel, d'ailleurs, comment on aborde les enfants 10 ou les enfants TDAH à l'école, ce qu'on fait pour eux, ça va profiter à tout le monde. C'est-à-dire que le fait de comprendre les enfants différents et non pas les 20% d'enfants qui sont bien équipés pour supporter les 8 heures de cours à l'école et qui comprennent bien dans toutes les matières, etc. Ce qu'on fait pour les enfants différents, ça va servir à tout le monde par la suite. Donc, il y a un changement radical au niveau de l'éducation nationale. La loi de 2005 sur le handicap qui a permis d'accueillir les enfants 10, les enfants à haut potentiel, les enfants TDAH, c'est remarquable, même si une fois encore, le haut potentiel, ce n'est pas un handicap, mais ça peut être handicapant au niveau scolaire. Oui, et de toute façon, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que la période qu'on vient de traverser, c'est un énorme booster, y compris pour les enseignants. Parce que même les enseignants, pour la plupart d'entre eux, ils ont été obligés de réinventer leur façon d'être, leur façon de faire, leur façon de transmettre, leur façon d'accompagner. Ils sont devenus des coachs au bon sens du terme, parce que Dieu sait que ce mot peut être hérissant dans certains contextes, mais là, ils sont devenus comme des coachs sportifs. Ils devenaient les entraîneurs des enfants pour que les enfants fassent au mieux ce qu'ils avaient à faire. Et je crois que ça a fait bouger pour beaucoup d'entre eux leur façon d'envisager leur rôle et leur mission essentielle. Et ça, je trouve ça génial. Et on a vu tellement d'initiatives marrantes, intelligentes. Mais qu'est-ce que tu bois, toi, pendant ce temps-là ? Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, c'est ma vie. Je trouve que ça, c'est extra parce que j'espère vraiment de tout cœur que ça va obliger les enseignants, parce que c'est comme ça que les choses peuvent changer. Parce que c'est toujours pareil, quand tu pars du haut et que tu essayes de faire des réformes qui descendent, ça bloque. En revanche, quand ça va, si ça pouvait, grâce à ce confinement, partir des enseignants qui souhaitent aujourd'hui faire la classe et enseigner différemment, là, c'est gagnant. C'est gagnant parce que c'est porté par eux. Alors, c'est pas tout, c'est toujours pareil. Moi, j'ai un brin de ma personnalité assez optimiste, mais je souhaite y croire. Mais tu as raison. Et puis, beaucoup d'enfants, à haut potentiel en particulier, portent un regard différent sur leur enseignant parce qu'ils l'ont vu fonctionner différemment et ils ont vraiment apprécié oui, c'est ça, l'implication de leur prof par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça très bon. Mais tu as raison, moi, je suis comme toi, je suis optimiste. Je t'ai expliqué pourquoi on était optimiste. C'est une question de génération. Parce qu'on est né
avant les années 60. On peut le dire là. Tout était possible. Tout était possible. C'était les 30 glorieuses. Et c'est pour ça que parfois, on ne parle pas toujours le même langage avec les gens qui sont nés un peu plus tard. Ok, Et toi, alors, si vous le voulez bien. Toi qui es psychologue, toi, tu as beaucoup de casquettes là, sur cette question. Tu as des enfants jeunes, tu es psychologue et tu travailles avec ces enfants, toi, depuis 20 ans. Coralie. Et tu as un mari qui est enseignant. On saura tout. Bah, oui, mais ça va, c'est pas secret. J'ai un citronnier sinon. Ah, Très fière. Oui, et donc Tu aimes Genève ou Marseille? D'avoir ton avis sur cette question-là, parce qu'on a donné le nôtre, Olivier et moi j'aimerais bien entendre le tien en tant que psychologue, et en plus avec ces casquettes-là, que nous on n'a que des grands-enfants aujourd'hui avec Olivier personnellement. Moi, je pense que, globalement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit l'un et l'autre. Je crois qu'il faut être vraiment confiant dans la volonté de l'humain, la volonté des enseignants de s'ajuster au mieux aux situations qu'ils rencontrent, mais dans un cadre qui manque aujourd'hui énormément de flexibilité. Et je pense qu'il serait temps qu'on autorise de la créativité aux enseignants, quel que soit leur niveau, pour choisir des moyens d'enseigner, des moyens d'évaluer qui, je pense, s'ajustent mieux à l'individu et pas forcément tout le temps à une forme de groupe qui à la fois doit être normatif, mais qui de plus en plus doit être le groupe, la norme, mais tous ceux qui ont un PAP, un PPRE et autres, où finalement on s'y perd. Les enseignants en tout cas, et moi je suis aussi formatrice éducation nationale sur la question du HP, donc ça fait 10 ans que je parcours les écoles pour former justement, informer les équipes sur ce sujet-là. Et c'est très compliqué parce qu'on leur dit, il y a une norme, il y a un programme, il faut que tout le monde à la fin de l'année arrive à boucler ce programme. Et en même temps, on leur dit, on va inclure tous les gens qui ont des fonctionnements différents, on va inclure tous ceux qui ont des difficultés, et maintenant débrouillez-vous avec ça. On va faire des tas de vade-mecum hyper bien faits, mais quand vous avez dans votre classe un enfant surdoué, un enfant qui a un trouble 10, 1, 2, 3, un enfant avec un profil atypique, type trouble du spectre autistique, plus un enfant qui est en situation familiale fragilisée, plus il y a un moment donné où on ne peut pas fonctionner dans des cadres aussi restrictifs et carrés. Il faut ouvrir le champ, il faut appeler la créativité. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont cette créativité-là, mais ils n'ont pas la place pour aller proposer d'autres choses. Et je crois que de toute façon, les ados en particulier, les comportements des ados viennent nous apporter des messages sur ce qu'il faut faire bouger. Et je n'ai pas de doute que les comportements des ados après ce confinement vont de toute façon nous contraindre à changer un certain nombre de choses dans la façon dont on propose l'enseignement aujourd'hui. Moi, c'est ce que je crois et observe. Tu as dit un mot qui est fondamental, c'est la créativité. Et la créativité, à notre époque, nous, au siècle dernier, la créativité, c'était une tare. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'être créatif à l'école et pas le droit d'être créatif dans nos métiers par la suite. Or, maintenant, la créativité, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise ne va pas choisir le meilleur élève, le plus formaté, etc. Il va choisir le plus créatif. Steve Jobs disait, on ne va pas prendre quelqu'un d'intelligent pour lui dire voilà ce qu'il faut faire, on va prendre quelqu'un d'intelligent pour lui dire qu'est-ce que tu ferais, toi, dans cette situation-là. Et on sait que 30% des métiers qui vont faire nos enfants n'existent pas pour l'instant. Donc, il faut absolument revoir totalement la façon d'enseigner. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la majorité des enseignants qu'on rencontre, grâce à l'impulsion que tu as donnée, Jeanne, d'ailleurs, toi en particulier, dans certains collèges, eh bien, ils nous demandent des conseils pour le potentiel. Alors qu'il y a 30 ans ou il y a 20 ans, ils nous disaient mais c'est pas possible, ils doivent se mettre dans le moule, ils doivent faire comme les autres. Maintenant, c'est eux qui viennent nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez faire une intervention dans l'école pour nous expliquer qui sont ces enfants et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et ça c'est vraiment extrêmement apaisant et rafraîchissant. Oui, puis je crois qu'on peut demander, et c'est ce qui a amené cette période de confinement, en tout cas moi dans les témoignages aussi des familles que j'ai eues, on peut demander aussi aux enfants comment ils procéderaient, comment ils feraient, comment ils s'organiseraient en fait. C'est ça. Alors, bien sûr, et je le vois dans les commentaires, il y a des questions de moyens, il y a des questions de… Voilà, il y a tout un ensemble de questions concrètes. On peut se sentir freiné parce qu'on est obligé d'avoir 30 enfants dans sa classe. On peut se sentir freiné parce qu'on ne peut pas acheter le matériel qu'on voudrait avoir. C'est vrai, il y a tout ça. Moi, je suis moins vieille que vous, mais je pense que j'ai quand même un côté assez optimiste. Je pense qu'il y a des barrières qu'on peut dépasser tous ensemble en bricolant peut-être au démarrage, mais porté par les résultats qu'on va obtenir en organisant après peut-être un peu plus les choses. Oui, et juste, je ne parle que de ma croyance, je ne parle pas d'un fait validé.
Ma représentation propre. Et juste rappeler que la créativité, c'est pas de faire du macramé ou de la peinture sur soi. Donc, quand on parle de créativité là, dans ce contexte-là, la créativité, c'est la capacité à générer des idées nouvelles et à sortir des sentiers battus et ce qu'on appelle dans nos métiers la pensée divergente, donc la pensée qui sort du cadre. C'est ça la créativité. Oui, c'est pas uniquement faire de l'art on est d'accord, bien sûr, c'est faire autrement. On va donner un exemple pour que tout le monde comprenne. C'est Doris Perrodin qui prend cet exemple, avec laquelle j'ai écrit 100 idées pour les enfants à potentiel. Ça veut dire qu'on a dépassé notre temps. Si un prof, imaginez un prof de SVT, il rentre et la première chose qu'il dit dans le cours, maintenant vous allez réciter telle leçon. Eh bien là, on ne fait pas appel à la créativité. Sur les insectes, vous allez me décrire tous les insectes. Non. S'il commence et qu'il dit, avant de commencer à vous demander ce que vous avez appris sur les insectes et comment on les classifie, qui pourrait me dire qu'est-ce qui se passerait dans le monde s'il n'y avait plus d'insectes? Et là, d'un seul coup, on voit les yeux des enfants au potentiel qui pétillent, et là, sa première accroche. Et on peut faire ça dans toutes les matières, c'est-à-dire commencer le cours par un quiz, par quelque chose qui va stimuler cette pensée dont parlait Jeanne, la pensée divergente, et après, on peut venir à des choses beaucoup plus scolaires. Alors que si on est d'entrée en train de fermer avec une question qui est fermée, ça ne fonctionne pas. Un enfant au potentiel qui me disait « Mais à quoi ça sert, Doc, de répondre à la question d'un prof alors qu'il a la réponse ?» Il ne comprenait pas l'intérêt. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est poser des questions, c'est ouvrir le débat. Oui, et là, on va appeler la curiosité de l'enfant, et c'est toujours pareil, c'est bon pour les enfants au potentiel, mais je crois que c'est bon pour tous les enfants dans leur développement. C'est exactement ce que je voulais rajouter, c'est-à-dire que c'est très... Non, mais super, formidable. C'est très vrai pour les enfants à haut potentiel. C'est toujours pareil, ce qui est incontournable pour tous les enfants est inconcevable autrement pour les enfants à haut potentiel. Mais tous les enfants ont besoin de s'exprimer, tous les enfants ont besoin de réfléchir, tous les enfants ont besoin d'apprendre. Hein, et étymologiquement, c'est de s'approprier les choses. Et c'est pas en leur mettant un entonnoir et en tentant de les gaver qu'ils vont s'approprier. Il faut qu'ils puissent malaxer leurs pensées, leurs connaissances, les fils qui tissent les connaissances entre elles et qui puissent en émerger quelque chose qu'ils vont pouvoir intégrer. Et pour tous les enfants. Et justement, d'ailleurs, les programmes de rééducation pour les enfants qui ont des difficultés et qui sont plutôt de l'autre côté de la courbe, ils sont faits comme ça. Ils sont faits avec une activation de leur capacité à penser. C'est ça qui va pouvoir leur permettre de développer une intelligence plus pertinente. Tous les enfants en général, et les enfants au potentiel en particulier, veulent qu'on donne du sens. À quoi ça sert ? À quoi ça sert? Parce que la vie n'est pas comme on l'a connue nous auparavant. Il faut que les choses aient un but et que ça soit immédiatement explicable. Et si on ne donne pas du sens à la façon d'apprendre, si on ne donne pas du sens à ce qu'on leur demande, ça ne fonctionne plus. On ne peut plus leur dire, comme on disait au siècle dernier, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, eh bien, il faut leur apporter des outils pour qu'ils s'en servent eux-mêmes. Absolument. D'accord. Donc là, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on sait exactement ce qu'il faut faire en termes d'enseignement pour tous les enfants. On est juste en train d'ouvrir des pistes par rapport à tous les retours. Je le précise par rapport aux commentaires que j'ai pu voir passer, par rapport à tous les retours d'expérience aussi de ces enfants au potentiel, la façon de vivre, de décrire l'école et tout ce que ça amène comme ouverture pour l'après. On a parlé de l'école, on a parlé des enfants, le temps passe. Moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on parle un petit peu des adultes. Il y a eu beaucoup de questions et de commentaires aussi dans le fil de discussion concernant le haut potentiel chez les adultes. Et notamment, est-ce qu'on est au potentiel toute sa vie? Un questionnaire qui disait HPI un jour, HPI toujours. Oui. Et puis, toute la dimension aussi, est-ce qu'il y a des quid de l'orientation professionnelle, du management en entreprise? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que vous pouvez répondre ou pas à ces questions-là? Est-ce qu'il y a des domaines plus favorables aussi en termes de métier ou d'orientation professionnelle? Alors, sur la question qu'on a déjà un peu abordée sur HPI un jour, HPI toujours, oui, puisque, comme tu l'as précisé d'ailleurs, Coralie, un peu plus tôt, le QI est, toutes choses étant égales par ailleurs, stable tout au long de la vie. Mais évidemment, s'il y a eu un TDA, s'il y a un TDA qui a été rééduqué, eh bien forcément,
les compétences intellectuelles vont s'élever, idem pour tous les troubles d'apprentissage. Et puis après, cette question de l'orientation professionnelle pour les adultes, qui est une question qui revient extrêmement souvent, oui, je pense que c'est très important, une fois encore, de pouvoir faire un métier dans lequel on puisse pleinement s'engager avec les compétences qui sont les nôtres et être dans le sens de son propre fonctionnement. C'est le principe d'une boussole. Une boussole, quand il y a l'aiguille qui n'est pas dans le bon sens et qui va nous emmener vers le nord magnétique, et si on essaye d'aller dans un sens contraire, il va y avoir un tiraillement. Et d'ailleurs, les enfants, les ados et les adultes disent beaucoup, je me sens déboussolé. C'est-à-dire que quand on est dans un univers professionnel, par exemple, ou même un univers personnel qui est très loin de nos valeurs ou de nos compétences, on se sent tiraillé, on se sent déboussolé, on ne se sent pas dans notre axe. Et ça, c'est important. Et je ne crois pas qu'il y ait de métier très typique pour les adultes à haut potentiel, si ce n'est ce qu'on vient déjà de dire, c'est-à-dire des métiers où la créativité, où la possibilité de s'emparer de sujets est possible. Et la créativité, d'ailleurs, il y a énormément d'artistes, au sens propre du terme cette fois-ci, qui sont et qui ont été identifiés comme à haut potentiel. Donc des métiers où la créativité, cette forme de créativité est au premier plan, mais aussi n'importe quel type de métier, dans n'importe quel type d'entreprise, où les adultes peuvent avoir une latitude de réflexion, de prise de décision, de vision. Ce sont souvent des adultes qui sont, enfin, comme les ados, mais là, si on s'arrête un instant sur les adultes, qui ont cette intelligence très lucide, une intelligence très exacerbée, des précognitions, c'est-à-dire une capacité à cerner avant que ça se produise ce qui va être, par exemple, la tendance d'un marché dans quelques années, donc avec des formes d'intuition qui sont des formes d'intuition très cognitives, ou plus exactement dans cette alchimie entre la cognition et les émotions. Donc c'est très important que pour ces adultes-là, il y ait cette place, même dans une entreprise, et qui puisse la prendre. Parce que si effectivement, c'est exactement ce que disait Olivier tout à l'heure, si on arrive dans une entreprise, on te dit fais ci, fais comme ci, fais comme ça, parce que c'est moi le chef, c'est moi qui ai décidé, et c'est comme ça qu'il faut faire, et que tu es un adulte à haut potentiel, et que tu te rends bien compte, que ton chef, peut-être qu'il n'a pas tout à fait les compétences pour pouvoir te donner ces ordres-là, ou avoir cette vision-là, et deux, que toi, avec ta forme d'intelligence, ta compréhension de l'environnement, et ta rapidité d'analyse d'un certain type de marché, tu comprends que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire pour que l'entreprise soit plus performante à temps plus 3 ou plus 4, c'est insupportable. Et quand c'est insupportable, c'est physiquement insupportable. Et enfin, je crois aussi que tous les métiers, justement, par rapport au sens et à la part d'humanité chez ces profils-là, que tous les métiers du soin sont des métiers aussi qui sont souvent pour certains à privilégier, mais pas pour tous. Il n'y a pas une cartographie de métiers. Bon, elle m'a laissé un mot, ça me fait plaisir parce que j'avais peur qu'elle le dise. Tout ce que tu dis, c'est parfait et c'est vrai. Pour répondre à Coralie, il faut des métiers qui aient du sens, qui soient intéressants. Mais il y a un truc tu étais en train de l'aborder, c'est l'empathie. C'est quand même des enfants qui débordent d'empathie, au sens cognitif du terme d'abord, c'est-à-dire je suis équipé particulièrement pour ressentir ce que l'autre ressent. Et puis sur le sens affectif du terme, et j'ai envie d'aider l'autre. C'est pour ça qu'ils sont quand même beaucoup plus à l'aise dans des métiers comme enseignants, comme infirmières, comme soignants, comme psychologues. Ils ont besoin de donner du sens, mais aussi d'aider les autres. Et ça, j'ai tellement entendu des enfants précoces qu'on avait orientés sur des concours pour passer des écoles de commerce, etc. Et qui, à un moment donné, se disent, bah oui, j'ai réussi, mais je ne trouve pas ma mission. Et je ne peux pas me servir de quelque chose que j'avais en moi. Alors, ils ne le disent pas comme ça, c'est nous qui leur expliquons. Ils sont souvent quand même, dans l'enfance et dans l'adolescence, pris en otage par leur empathie. Regardez combien de préadolescents et d'adolescents sont malheureux parce qu'ils se sentent trahis, parce qu'ils ont compris la souffrance de l'un, parce qu'ils se mettent à la place d'un enfant qui est victime à l'école. Et ils sont victimes de cette empathie-là. Mais à un moment donné, c'est tellement thérapeutique de leur expliquer un jour, ça sera un outil pour eux et qu'ils vont pouvoir utiliser cette empathie-là pour leur métier, pour réussir leur entreprise, et que là, ils vont être très bons. Et que quand on est prof et qu'on est à haut potentiel, on sait repérer les enfants qui sont en difficulté et on se met à leur place et on devient un excellent enseignant. Donc voilà, je crois qu'il y a plein de choses.
je crois qu'il y en a, ils sont bons de partout. Il y en a de partout des enfants à haut potentiel. Hein. On voit des menuisiers, on voit des enfants de partout. Mais il faut qu'ils aient un métier où à la fois il y a du sens et où ils puissent utiliser leurs compétences humaines, comme le disait Jeanne. Oui, mais combien de fois on a entendu, et toi Olivier, et toi Coralie, cette phrase tournée d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire dans la vie? C'est aider l'humanité à mieux vivre. Bien sûr. Aider la planète, aider les autres, aider l'humanité. D'ailleurs, quand on demande, et vous l'avez tout fait là, les psychologues, quand en fin de consultation, vous leur dites si tu avais une baguette magique et que tu voulais changer 3 choses dans la vie, ils commencent toujours par être de façon très exocentrée à dire, avant de demander de l'argent, avant de demander gagner au loto, ils veulent qu'il n'y ait plus de pauvres, ils veulent soigner les malades, ils veulent qu'il n'y ait plus de violence, ils veulent aider. Et ça, c'est typique. C'est vraiment la réponse typique de l'enfant à haut potentiel, ça. Alors, ça va amener peut-être, je ne sais pas à quelle heure vous avez prévu en réalité de vous arrêter. Minuit, on avait dit. Non, on ne bascule pas au 8 mai en fait, c'est ça, hein, d'accord. Il est 21h26. Donc, par rapport à ça… Embrouillée, elle m'avait dit juste 1 heure, Jeanne. Mais bon, j'ai l'habitude. Il y a des… Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Je ne soulignerai pas. Il y a des questions, notamment là, Olivier, par rapport à ce que tu viens de dire et qui ont été des questions aussi de la fois précédente. Alors bon, c'est évident que c'est pas parce qu'on est HP qu'on est un meilleur prof ou un meilleur prof pour les HP, mais est-ce que pour s'occuper d'un HP, accompagner un enfant au potentiel, il faut forcément être soi-même au potentiel? Non. 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 C'est comme si on disait… Il y a consensus entre tous les deux, c'est déjà bien. Est-ce qu'il faut être dyslexique pour s'occuper d'un dyslexique? Est-ce que sinon, on ne pourrait pas s'occuper… Quoi? Tu dis quoi? Schizophrène pour s'occuper d'un schizophrène. Non, ce qu'il faut, c'est avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître que l'enfant en face de nous peut nous poser un problème, ne va pas répondre exactement comme on voudrait qu'il réponde, et essayer de comprendre et se mettre à sa place pour essayer de l'aider. Mais il y a plein de profs qui ne sont pas particulièrement à haut potentiel, ou de médecins ou de psychologues qui ne sont pas particulièrement à haut potentiel, qui arrivent très bien à s'occuper de ces enfants-là, à condition qu'on reconnaisse comment ils fonctionnent, quelles sont leurs difficultés et qu'on s'adapte à eux. Donc, c'est l'ouverture d'esprit, en fait, qui compte. Mais oui, c'est l'empathie, l'ouverture d'esprit. Et l'intelligence émotionnelle. Mais moi, je voudrais rajouter, à l'inverse, que ce n'est pas parce qu'on est soi-même à haut potentiel qu'on a les compétences, quel que soit notre métier ou nos envies, pour s'occuper de haut potentiel. Parce que des pseudo-psys, des pseudo-coachs, des pseudo-profs, des pseudo-je ne sais pas quoi, qui s'autoproclament spécialistes du HP en précisant qu'ils sont eux-mêmes HP ou que parce qu'ils ont eu des enfants ou qu'ils ont des enfants HP, ils comprennent les enfants HP. Non, ce sont des métiers avec des règles et une rigueur professionnelle qui ne se proclament pas sous prétexte qu'on est soi-même HP. C'est comme si on disait, moi je suis myope, donc je comprends comment fonctionnent les yeux et je peux être ophtalmo. Non, en fait c'est non. C'est même assez suspect quand ils se présentent comme ça, ces personnes, en disant « je suis un expert parce que je le suis moi-même ». Et en plus, avec le risque quand même, qui était une évidence pour vous les psychologues, c'est qu'on passe de l'empathie à la sympathie. C'est-à-dire qu'on n'est plus « je comprends ce que tu ressens, mais je ressens la même chose que toi ». Donc là, on ne peut plus être thérapeute, on ne peut plus être pédagogue. C'est-à-dire qu'on mélange notre histoire avec celle de l'autre. Alors que l'empathie impose qu'il y ait une distance. C'est-à-dire que je sais de quoi tu as besoin, mais je ne mélange pas nos deux histoires et nos deux parcours. Sinon, je ne suis pas crédible. Merci de ces précisions. Je vous propose qu'on aille sur la dernière partie. Alors, évidemment, il y a encore plein de milliards de choses à dire et plein de questions qui sont apparues en même temps sur le fil Facebook et puis sur le fil Zoom. Mais néanmoins, la dernière quand même grande catégorie, et je pense qu'on ne peut pas s'arrêter sans en avoir parlé, c'est vraiment cette question qui fait lien avec ce que vous dites, la notion d'empathie et d'hypersensibilité. Les hauts potentiels sont-ils, selon vous, puisque vous parlez en votre nom propre bien sûr, mais toujours hypersensibles, toujours empathiques? Et à l'inverse, est-ce que si on est hypersensible ou très empathique, on est forcément haut potentiel, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses, d'autres modes de fonctionnement, d'autres choses qui se passent? Je commence. Pour l'empathie, Olivier a répondu, en partie en tout cas, c'est-à-dire que oui, et comme je l'ai dit d'ailleurs l'autre soir, il n'y a pas beaucoup de recherches, curieusement, autour de l'empathie et du ce lien cliniquement incontestable entre le haut potentiel et l'empathie.
pour l'hypersensibilité, il y a beaucoup de confusion autour de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité étant cette capacité de se saisir du monde avec l'ensemble de ces 5 sens particulièrement développés. Et que par la force des choses, plus on capte d'informations du monde, plus on va brasser ces informations avec nos compétences cognitives, avec notre intelligence, et plus effectivement on va être perméable à ce qui se passe dans notre environnement, et donc plus on va être sensible à cet environnement. Ce qui n'est pas le fait de la sensiblerie, qui est d'ailleurs souvent une immaturité du cortex préfrontal, et ce n'est pas uniquement du côté de l'émotion. Même si plus on est sensible à l'environnement par l'intermédiaire des 5 sens, et ça on l'observe tellement chez les HP, consultants ou non consultants, je le précise puisque certains tiennent à ce qu'on fasse cette précision-là, par la force des choses, ça va, et à cause de l'empathie dont on parlait à l'instant, ça va créer une façon d'être en termes d'émotion et de réactivité émotionnelle qui est forcément beaucoup plus élevée chez les hauts potentiels. La réactivité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à percevoir les émotions et une fois encore à associer ces émotions à l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est interligérer, c'est faire des liens. Donc, c'est de faire des liens entre tout. Ce n'est pas juste avec savoir comment résoudre le théorème de Pythagore. C'est faire des liens entre ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on comprend, ce que l'on sent, ce que l'on touche, la relation émotionnelle qu'on a avec les autres, qu'on a avec l'environnement. Et c'est tout ça qui va se tricoter constamment. Donc, oui, on va avoir cette amplification de ces compétences de sensibilité et d'émotion. Et les compétences émotionnelles, ça a été validé que c'était plus important chez les surdoués. Donc ça, on est tranquille de ce côté-là. On a les bonnes études au bon endroit, au bon moment. Et pour répondre à la deuxième partie, tu veux rajouter quelque chose là par rapport à ça, Olivier? Non, je vais dans le même sens. Et intergérer, ça veut dire aussi cueillir, c'est-à-dire faire des liens, mais cueillir au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que je voudrais juste rajouter que c'est une évidence. Parce qu'ils sont bien cortiqués, parce qu'on a fait la preuve que ça fonctionnait très bien. Et que, très simplement, un bébé à haut potentiel, tous les parents vous le disent, la majorité d'entre eux, ils fixent le regard très tôt. Et ça signe un bon état du cortex cérébral. Et là, ce n'est pas une population de consultation, c'est comme ça. C'est tous les bébés à haut potentiel. Normalement, c'est le 2e mois de vie qu'on peut suivre le regard. Eux, c'est dès la naissance. Dès la naissance, à l'accouchement, ils fixent le regard. C'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute de ce qui se passe autour, comme le disait Jeanne, mais aussi ils saisissent, ils cueillent les émotions des autres, et puis ils vont comprendre avec leur système cognitif qui est très élaboré, et qui a la possibilité de faire des liens, et c'est ce qu'on a prouvé maintenant avec en IRM fonctionnel, que ça va beaucoup plus vite, qu'ils sont mieux câblés, ils vont comprendre, je vous donne un exemple très simple, ils vont comprendre à 3 ans que la mort c'est définitif, alors que la notion de la pérennité de la mort c'est 6 ans. Sauf qu'à 3 ans, vous n'êtes pas équipé au niveau affectif pour comprendre que vous êtes de passage sur Terre et que vous êtes condamné à mort dès maintenant. Donc très tôt, ils vont avoir accès à des émotions, à des sensations, à une connaissance existentielle pour lequel, affectivement, ils ne sont pas forcément prêts. Donc, ça explique cette hypersensibilité. Comment on peut rester indemne une fois qu'on a compris un truc aussi fort que ça. Donc voilà, c'est simple. Oui, l'intelligence, pour répondre à votre question, vulnérabilise, même si ce terme est un peu fort, mais en tout cas prédispose à être particulièrement sensible à l'environnement, aux émotions de l'environnement. Ils sont très perméables, comme le disait Jeanne, aux émotions de leur premier caregiver, leur nounou, leur grand-mère, leur papa ou leur maman, et ils ne sont pas non plus complètement équipés pour accepter ça, pour comprendre ça. Donc c'est plus compliqué pour eux. Ça va être une force après, mais quand ils sont petits, je pense que c'est plus compliqué et que ça explique cette notion de hypersensibilité. Qui est d'ailleurs en elle-même une force. Être hypersensible, c'est pas uniquement être en questionnement existentiel, ça participe bien évidemment, mais être hypersensible, ça donne un atout incroyable, ça donne des possibilités de créativité, on y revient, mais aussi de charisme, cette capacité de comprendre les autres. Ça peut donner des managers remarquables, des enseignants remarquables, des médecins remarquables, des leaders d'opinion remarquables, parce que ce sont des êtres, lorsqu'ils sont tranquilles avec leur hypersensibilité, ils ont
un charisme fou par la force des choses. Et le charisme, ça ne s'invente pas, ça ne se décide pas. Il n'y a pas des cours, enfin, j'espère qu'il n'y en a pas, pour devenir charismatique. Il faut quand même avoir une certaine forme, pour reprendre ton terme, d'équipement. Et pour finir sur la réponse, pas la réponse sur la question que tu posais, Coralie, ma réponse à moi, c'est non. C'est pas parce qu'on est hypersensible, oui, particulièrement réactif émotionnellement, qu'on est HP. C'est toujours pareil, c'est des questions de corrélation et d'équivalence. Ça ne marche pas dans les deux sens. Si on est HP, on est forcément hypersensible, oui. Après, avec des degrés divers selon les personnalités. Mais si on est hypersensible, on n'est pas forcément HP. Oui, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est HP, c'est pas parce qu'on a de l'empathie qu'on est HP, c'est pas parce que parfois on est fulgurant dans un domaine qu'on est HP, c'est pas parce qu'on a du mal à s'endormir le soir qu'on est HP, mais quand vous mettez en perspective toutes ces petites choses, et c'est ça l'intérêt de vos travaux, de votre clinique, c'est de mettre en perspective le développement de l'enfant qui regardait très tôt ses parents dans les yeux, qui ne supportait pas quand il n'avait pas la maîtrise, qu'il n'aimait pas les étiquettes et les habits qui grattent, et que chaque fois qu'on a étape après étape, step by step, on s'aperçoit qu'il a quand même quelque chose de ce profil-là, et que quand on met tout ça en perspective, et on met dans le checker, on fait passer un QI, on s'aperçoit qu'il y a quand même des items qui sont quand même très bien réussis, là, on peut sans aucun doute parler de haut potentiel. Mais non, on peut très bien être aussi hypersensible sans être à haut potentiel. Alors, je me permets de rajouter une petite chose sur vos propos. Je crois qu'une des difficultés aussi, c'est qu'on confond parfois l'hypersensibilité et une façon très extravertie de manifester ses émotions. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément un très très grand niveau de sensibilité, mais quand elles sont dans un ressenti émotionnel, l'expriment très fortement, ce qui peut donner cette sensation d'hypersensibilité. Et à l'inverse, on peut voir des enfants ou des adultes qui sont au potentiel, qui ont une hypersensibilité vraiment quelque chose à fleur de peau, mais qui sont dans une forme de contrôle émotionnel, d'introversion, qui va faire que cette hypersensibilité qu'ils vivent n'est pas forcément visible par l'extérieur. Ce qui peut rendre d'ailleurs, en tout cas, moi, ça m'a amené à certaines situations avec des familles et des parents qui me disaient « Ah non, non, mais mon enfant n'est pas hypersensible, ça c'est sûr. » Si, mais il ne manifeste pas sa sensibilité, il ne l'exprime pas, pour autant il la vit. Et à l'inverse, on peut voir des enfants, des ados, des adultes qui montrent quelque chose de très intense dans les manifestations, mais qui finalement, c'est pas tout à fait à cet endroit-là que ça se passe à la base dans la sensibilité. C'est vraiment plus dans l'expression de l'émotion que c'est intense plutôt que dans le niveau de ressenti. Je ne sais pas ce que vous percevez de cette… Oui, mais ça, merci beaucoup, Coralie, d'avoir souligné. Attends, tu as coupé la parole, Jeanne. Je l'ai vu, visuellement, je l'ai vu. Je suis vraiment confuse. C'est la première fois qu'on me fait ça. C'est-à-dire que quelqu'un reconnaît que tu es capable de me couper la parole. D'habitude, elles n'osent pas. Ça fait 20 ans que je travaille avec elle, tu sais, c'est ça. Okay. Ben, merci Coralie, ça, je te revaudrai ça un jour, promis. Non, c'est très important ce que tu viens de dire et je trouve que c'est un élément qu'a apporté Fanny Nussbaum dans son bouquin, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a plusieurs façons d'exprimer le haut potentiel et que peut-être là, on trouve la différence entre quand on a un QI homogène et un QI hétérogène. Et que plus on a un QI hétérogène, ça c'est prouvé dans notre clinique, ça reste à prouver sur le plan scientifique, mais quand on a un QI hétérogène, on a plus de possibilités, ou en tout cas plus l'occasion d'exprimer, d'externaliser nos difficultés, et c'est là que les émotions débordent. Quand on a un QI très homogène, et en particulier très haut, eh bien, comme tu le disais très justement, les parents disent « Vous êtes sûr qu'il est au potentiel? Vous êtes sûr qu'il n'est pas plutôt Asperger ou autre chose ?» Parce qu'il n'a jamais exprimé ses émotions. Mais si, il les a exprimées, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que les émotions sont internalisées. Et franchement, je vous assure qu'on prouvera un jour que ces QI extrêmement homogènes sont beaucoup plus sensibles à des risques de somatisation. C'est-à-dire que ces enfants-là, qui à un moment donné, au lieu d'être débordés par leurs émotions comme d'autres enfants au potentiel, ils les gardent à l'intérieur, mais ça apparaît sur la peau. C'est qu'il y a un lien entre la peau et le psychisme qui est extrêmement important. Donc, c'est l'urticaire, l'eczéma, le psoriasis, des maux de tête, le nombre d'enfants à haut potentiel. On a fait faire une thèse à Lyon sur les migraines chez l'enfant à haut potentiel et vous verrez que c'est très souvent des enfants à haut potentiel homogènes, des maux de ventre, des plaintes somatiques. Parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand vous avez gardé pendant de longues années à l'intérieur de vous votre sensibilité pour ne pas déranger, parce que vous avez un frère qui, lui, a un haut potentiel hétérogène et qui met le feu à la maison et je ne veux pas en rajouter une couche à mes parents, que vous avez tout gardé à l'intérieur, combien de filles
vous avez vu, Jeanne et Coralie, je suis sûr que vous en avez vu plein, qui, quand le frère qui était pénible est parti, ou alors on l'a traité, ou alors il va mieux, etc., elle, d'un seul coup, elle se rappelle au bon souvenir des parents. Mais elle ne se rappelle pas de façon explosive, mais ça va être des scarifications, ça va être des plaintes somatiques, ça va être des troubles du comportement alimentaire ou une migraine qu'aucun neurologue n'arrive à traiter. Donc oui, c'est très important. La sensibilité, elle peut ne pas être exprimée, comme tu le disais très bien, Coralie, mais être gardée à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une mission de clinicien, mais qui n'est pas facile, de repérer très tôt chez ces enfants-là, et en particulier, une fois encore, les filles qui gardent tout à l'intérieur, et bien de repérer que ça, c'est lié au potentiel. Et les plans psychologiques nous donnent des outils pour le faire aussi. Oui. Mais d'ailleurs, ça peut être une souffrance pour eux. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien de groupes d'adolescents, justement, qui avaient tellement inhibé, retenu, renfermé leur sensibilité, ils disaient, c'était tellement touchant, rien que d'en parler, ça me redonne la chair de poule, qu'ils étaient obligés d'observer comment fonctionnaient les autres dans certaines situations, effectivement, comme certains autistes, pour pouvoir imiter le bon comportement et la bonne réaction, parce qu'ils avaient tellement bloqué leur sensibilité à l'intérieur qu'ils n'arrivaient plus à jouer sur cette gamme émotionnelle. Et moi, je me souviens, il me semble que dans mon bouquin, c'est ce dont je parle quand je parle de désaffectivité. Ce sont vraiment des adultes ou des enfants désaffectivés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce bouillonnement émotionnel, et donc ils fonctionnent sur une patte. Et c'est complètement boiteux. Et ça, je suis d'accord avec toi. C'est très important que nous, cliniciens, on s'empare de cette notion-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, et que c'est majeur dans notre clinique, et ça peut créer des souffrances insupportables. Et puis des errances et des erreurs de diagnostic. C'est-à-dire qu'on peut poser des diagnostics de pathologie psychologique, alors qu'en fait, c'est simplement lié au fait qu'il a fallu qu'il garde cette carapace et qu'il devienne en téflon, que tout glisse sur lui ou sur elle pour éviter de poser des problèmes dans la famille, alors qu'à l'intérieur, eh bien, il hurle à l'intérieur. Ou elle hurle. Alors, j'ai des commentaires sur le fil Facebook. Excuse-moi, je voudrais juste reboucler là-dessus. Pour être exactement à l'inverse de ce qui peut nous être reproché quelquefois, c'est combien on a sorti de gamins psychiatrisés qui étaient partis dans des parcours psychiatriques au long cours, qu'on a attrapé par la peau des fesses en disant « hop, celui-là, on le sort, il n'a rien à faire en psychiatrie ». Effectivement, il fonctionne avec un haut potentiel, et c'est ça qui a conduit à ces erreurs de diagnostic. Combien on en a sorti des griffes de la pathologie? Combien? Ça, effectivement, on n'a pas des tableaux Excel très bien organisés, mais on pourrait les avoir. On mériterait de le faire. Oui. Coralie, on vous a coupé la parole. Non, juste dans les commentaires. J'avais des commentaires sur la page Facebook que je suis aussi un peu en même temps, qui évoquaient, du coup, si j'ai bien compris, par rapport à ce niveau émotionnel, quelque part, la façon dont, en famille, on peut autoriser aussi l'enfant à partager sur son ressenti, même si ce ressenti est très intense et qu'il n'est pas toujours compris par les autres. Et la question est laquelle, en fait? Il n'y avait pas de question, je voulais juste partager les réactions que ça avait provoquées sur le fil Facebook. Autoriser l'enfant. Donner vraiment à l'enfant cette autorisation de dire tu es sensible, tu ressens les choses peut-être avec une intensité particulière, tu as le droit de l'exprimer. Même si on ne comprend pas toujours, même si ça nous paraît parfois disproportionné, c'est OK quand même. En tout cas, tu as le droit de le ressentir. Hein. C'est tout l'enjeu de l'éducation émotionnelle et des compétences émotionnelles dont on sait aujourd'hui qu'elles sont centrales d'une façon générale dans la façon dont va se dérouler le parcours, aussi académique soit-il. Vous avez remarqué l'une ou l'autre qu'il y avait souvent dans la fratrie d'un enfant qui a un handicap, un enfant qui a haut potentiel. Moi, j'ai été frappé par ça. Et des enfants à haut potentiel qui rentrent dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec la notion que toi, tu vas bien, tu n'as pas à te plaindre. Et donc, du coup, ils ne se plaignent jamais. Et c'est là que c'est internalisé et qu'à un moment donné, ça va ressortir par des troubles somatiques. Et c'est exactement ce que tu disais, Coralie. C'est-à-dire que si à un moment donné, les parents ont dit « mais toi aussi, tu as le droit de te plaindre », et toi aussi, tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, eh bien, on est extrêmement préventif d'une explosion somatique à un moment donné, beaucoup plus tard, y compris à l'âge adulte. Parce que là, vous en voyez pas mal des adultes qui vous racontent que pendant 30 ans, ils n'ont pas eu le droit de s'exprimer quoi que ce soit. Ils ne sont pas autorisés à s'exprimer.
Absolument. On va peut-être conclure là, Coralie, sauf s'il y a vraiment quelque chose de très… Non, j'allais justement vous dire que dans les grandes lignes, en tout cas, on avait fait le tour de ce que j'avais prévu pour ce soir. Encore une fois, bon, ça créera forcément des frustrations sur plein d'autres questions qui ont émergé. Mais merci à tous les deux. Je vous laisse du coup conclure. Mais tu veux peut-être pas faire une synthèse de ce qu'on a dit, Coraline? Oui, oui. Alors, tu sauras, Olivier, que si tu me laisses trop la parole, ça peut dériver un peu comme Jeanne. Ok. Et moi, j'ai perdu le Zoom, là. Je ne sais pas ce qui est passé. Ah, on te voit et on t'entend très bien. Bon, ça va, mais moi, je ne vous vois plus. C'est pas grave. Donc, on va laisser conclure Jeanne, parce que c'est toi qui es à l'origine de l'épisode 2 de la saison 1. Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Non, mais écoute, en tout cas, merci à tous les deux. Merci à toi, évidemment, Olivier Revol. Merci beaucoup à toi, Coralie Lebris, d'avoir participé de façon non seulement active, mais intelligente à cette proposition de ce soir. Moi, je suis très contente qu'on ait pris ce temps et qu'on soit là tous les trois pour… en tout cas, embrayer sur toutes ces questions qui ont été posées. Il y en a encore des milliers d'autres et j'espère qu'on se donnera les uns ou les autres les moyens d'échange, de partage en toute honnêteté, en toute humilité, en toute authenticité pour essayer d'avancer le mieux possible en l'état de nos connaissances actuelles, de notre expérience actuelle et de toutes ces centaines de personnes qu'on a rencontrées, de toutes ces centaines de personnes qui ont été incluses dans des études, que ce soit en France, à l'étranger, avec toutes les failles des études et toutes les failles de la clinique. Oui, ben c'est parfait, je pense que tu as raison. On a tous fait ce métier-là pour aider, pour soulager, pour comprendre, et sans a priori théorique, sans arrogance théorique, j'avais envie de dire, et qu'on est prêt à revenir sur certaines choses. D'ailleurs, toi et moi, on n'est pas toujours d'accord, et le fait de pouvoir confronter nos expériences, eh bien, apporte beaucoup à nous individuellement et aux patients en particulier. Je pense qu'il faut qu'on continue sur cette voie, et j'espère qu'on fera un épisode 3. Et qu'on se remette en question, hein, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, en disant que, effectivement, toi comme moi, on a presque 30 ans d'expérience avec cette population et bien d'autres, et que je crois qu'on ne dit plus tout à fait les mêmes choses aujourd'hui qu'hier, même si on continue à s'engager pour les mêmes enfants, les mêmes ados et les mêmes adultes. Parfait. Merci et merci à tous de nous avoir suivis quand même vraiment nombreux entre Zoom et les différents Facebook Live. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.